Donc bonjour à toutes et à tous. Je pense que tout le monde me connaît, mais peut-être pour ceux qui me connaîtraient moins bien que d'autres. Je suis Cécile Goy, je suis la vice-présidente de l'université en charge de la formation et de la vie universitaire. Nous avons le très grand plaisir, vraiment le très grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois Christelle Lison. Christelle est une collègue, je la laisserai se présenter tout à l'heure, mais une collègue qui vient de Sherbrooke, mais qui a en commun avec notre cher président Philippe Hendrix, qui est présent là, d'être né en Belgique. Donc vraiment, les Belges font une percée fracassante dans cet après-midi. Personne n'est parfait. Je l'ai entendu, je le répète. Voilà. C'est pas moi, c'est l'assistance. Donc voilà. Et oui, vraiment, nous avons le grand plaisir parce que Christelle nous fait vraiment l'honneur. On sait qu'elle est extrêmement prise, qu'elle voyage beaucoup. Elle est victime de son succès parce que je pense que quand vous l'aurez entendu, vous comprendrez pourquoi. Beaucoup d'entre vous, je reconnais des visages qu'il avait déjà entendus il y a 2 ans avec une conférence tout à fait intéressante et qui avait interpellé beaucoup de nos collègues sur qu'est-ce que l'innovation pédagogique. Et aujourd'hui, c'est sur une autre thématique qui, elle aussi, n'est pas sans controverse, n'est pas sans difficulté, n'est pas sans intérêt aussi. Elle concerne l'approche par compétences dans l'enseignement supérieur. Donc, je ne vais pas parler davantage parce que ce n'est pas moi qu'il faut écouter aujourd'hui, c'est Christelle. Mais merci à toi, vraiment c'est un grand plaisir. Et puis on va te laisser la parole. Merci beaucoup. Est-ce que ça va si je vous parle sans micro? Vous m'entendez super bien. On ne sort pas la prof de la fille complètement. Puisque dans la vraie vie, je suis enseignante-chercheur. J'enseigne la pédagogie aux profs d'université. Ça, c'est mon vrai métier. Et puis, c'est vrai que le reste du temps, j'ai la chance de me balader dans un certain nombre d'établissements pour répondre à des obligations. Parce que Cécile et Léa ont l'air bien fort sympathiques comme ça, mais c'est elles qui m'ont imposé ce thème de l'approche par compétences. Donc, c'était pas un choix, Moi, je vous aurais bien parlé des champignons, mais on m'a dit non, c'est ça qu'il faut faire. Alors, on va essayer de le travailler ensemble pour surtout désacraliser, démystifier, essayer de se poser la question collectivement de qu'est-ce qu'on fait de cette approche par compétences. Alors, évidemment, j'ai bien envie de commencer par vous poser la question. C'est quoi, vous, votre perception de l'approche par compétences? Votre verre à moitié plein, à moitié vide? Comment vous vous situez avec cette approche? Allez-y, lancez-vous. Valorisation des savoirs. Valorisation des savoirs, d'accord. D'autres choses? Oui. Avec le privé, surtout avec l'avenir de nos étudiants, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un professionnel attend? Est-ce qu'il attend une note sur 20 ou est-ce qu'il attend la validation d'une compétence? Le lien avec le milieu professionnel, donc ce lien entre cherche-t-on un professionnel compétent dans l'entreprise ou est-ce que c'est la note sur 20 qui va prédominer dans le choix? Alors je répète pas parce que je suis schizophrène, mais pour nos collègues de l'enregistrement, rassurez-vous. Mais je suis tellement habituée à le faire que même dans mes cours, je fais ça et après je me dis mais tout le monde a entendu la réponse. Donc vous voyez qu'au bout d'un moment, l'habitude est entrée. D'autres façons de faire, d'autres perceptions, d'autres envies, d'autres craintes autour de cette question? Oui. Le positionnement de l'étudiant par rapport à ce qu'il sait faire ou ce qu'il ne sait pas faire. Une forme d'auto-évaluation quand vous dites positionnement de l'étudiant, ok, par rapport à ses forces, ses points à améliorer, ok, oui. La crainte d'arriver à un système BTS avec des fichiers avec 70 cases à remplir. Ah, des cases à remplir. C'est très français ça, les cases à remplir. Système que vous aimez bien. Chaque fois que je reçois des papiers, je me dis mais je sais pas si ce que j'ai rempli c'est bien, mais ça marche pas à tous les coups d'ailleurs, je suis pas toujours bonne. Oui. Possibilité de voir que pour avoir une compétence, le chemin sont possibles en termes de compétences, capacités, autres types de compétences, Oui. capacités, connaissances, et finalement, pour avoir cette compétence, on peut être un tel ou un tel, on n'a pas besoin de tous être exactement pareil, et pourtant on est compétent. La diversité des parcours, des profils, des éléments développés et travaillés, d'accord. D'autres choses, oui. Ciblage, point faible, point fort, à renforcer. Oui. Donc, dans la perspective de l'auto-évaluation de l'étudiant, oui, d'accord. Oui. La crainte d'une parcellisation des enseignements très fragmentés en petites compétences sans qu'on arrive à voir si
il y a quelque chose de global qui doit se faire. D'accord. La crainte du morcellement, je peux l'atteindre. Oui. On va essayer de partir déjà avec ça. Si vous en avez d'autres en cours, vous n'hésitez pas. Hein. On est là aussi dans un espace d'échange. Alors, cette question, elle mérite vraiment de se poser la question du pourquoi on va se lancer dans cette approche par compétences. C'est vrai que, pour moi, il y a clairement un élément fort. Alors, vous voyez déjà mon langage politically correct. Comme diraient mes collègues, ça annonce la couleur, rien que l'image. Ça va avec le personnage que je suis. Pour moi, il y a clairement l'idée du « parce que ». Effectivement, j'entends bien qu'il y a une forme d'obligation, il y a une forme d'approche qui vient du haut, il y a une forme d'idée que, voilà, on nous demande de penser par bloc de compétences, on nous demande de revoir nos maquettes de formation sur cette approche-là, on nous demande dans les IUT de le voir en lien avec le but. Ça fait partie d'une forme d'obligation. Maintenant qu'on l'a énoncé, c'est clair, c'est net, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est bien beau de dire « parce que », mais ça ne va pas nous faire avancer. Alors, il y a quand même un élément fort pour moi qui est l'évolution de l'université là-dedans, l'approche par compétences s'y inscrit fondamentalement. Sans faire un cours dessus, au départ d'une université plutôt dans une logique de transmettre des connaissances au service de la vérité, donc à une époque où on a peu de connaissances possédées par quelques personnes. Un deuxième temps plutôt au niveau de la science. Et je vous dirais que ça, c'est un moment clé dans l'histoire de nos universités où on est dans un premier lien entre enseignement et recherche. Donc c'est un élément important où on travaille surtout le développement de notre science comme enseignant-chercheur en vue de faire de l'enseignement auprès de nos étudiants, en vue de discuter les savoirs, en vue de les mettre au travail. Je me rapproche, mais je me méfie de ne pas tomber, ça m'est déjà arrivé, c'est toujours classe. En vue de partager quelque chose avec un collectif. Un troisième temps dans l'histoire qui est très nord-américain, la fameuse université de service, et vous voyez la manière dont elle se traduit, appliquer des connaissances au service de la société. Et ce n'est pas nécessairement dans le sens utilitariste, mais on peut y voir en effet en partie le lien avec les espaces professionnels, mais aussi en tant que collectif. Qui sommes-nous, nous, comme collectif, et comment est-ce que, comme collectif, nous pouvons participer à l'histoire de la société, faire évoluer la société? Quelle est notre place? On n'est pas juste en haut de la colline. Comment on se situe au sein de la ville, de la société, de l'espace public? Et je vous dirais que je pense qu'on est à un quatrième temps de l'histoire des universités, de mon point de vue, qui est l'idée de favoriser le développement de connaissances et de compétences critiques au service de l'individu et du collectif. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est très différent par rapport à ce qu'on a fait par le passé et qui va amener, à mon avis, une transformation de nos espaces universitaires, notre transformation de notre métier aussi, comme enseignant et enseignant-chercheur. Et vous allez voir que pour moi, ça fait vraiment partie de cette question autour de l'approche par compétences. Donc, on va essayer de voir comment elle peut répondre à un certain nombre d'éléments que vous avez soulignés, à un certain nombre d'éléments de peur potentielle. Vous avez parlé du morcellement ou de la parcellisation. On va essayer de regarder ensemble comment, au contraire, on peut essayer de mieux mettre en avant les éléments de savoir, les éléments de travail, les éléments de pratique professionnelle. Alors, l'enseignement supérieur est clairement en marche. Si l'université, hier ou avant-hier, on disait le monde éducatif en général est assez lent, il s'est mis en marche quand même ces dernières années. La France a peut-être été lente à prendre le train. Il y a une porte de sortie en cas de besoin. Vous n'avez pas toujours eu un temps d'avance. Mais il y a quand même à l'heure actuelle un vrai contexte de transformation. On sent l'importance accordée par le ministère, par des financements, par l'ANR. Il y a des vraies questions qui se posent comme elles se sont jamais posées, il faut bien l'avouer. Ça veut dire aussi que dans cette histoire, eh bien, on a une évolution des attentes et des besoins. Clairement, par rapport à ce qu'on voyait il y a 25, 30, 35, 40 ans, vous avez raison, les besoins, les attentes des sociétés, des espaces professionnels ont évolué. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un étudiant formé? La question de la note est une vraie question, où on entend aujourd'hui des gens dire « Oui, mais ça, je sais bien qu'il a un diplôme. » Ma question, c'est le reste. Qu'a-t-il développé comme compétence? Le plus bel exemple, c'est quand on regarde les doctorants sur le marché du travail. Les gens qui ont fait une thèse de doctorat sur le marché du travail sont incapables de se vendre. Ils sont incapables d'expliquer
en quoi le parcours doctoral a été un plus par rapport à leur parcours antérieur. Au-delà de dire « j'ai fait une thèse », ils n'arrivent pas du tout à présenter les compétences travaillées. Et pourtant, depuis 2016, on leur impose un portfolio de compétences. Ils sont censés être capables de présenter à un employeur potentiel ce qu'ils ont travaillé. On voit aussi que les attentes et les besoins par rapport aux étudiants eux-mêmes ont évolué. Il y a 30 ans, 40 ans, quand on questionnait les étudiants sur leur rapport à l'enseignement supérieur, aux études, ils étaient dans quelque chose qui était de l'ordre du « ça fait partie de ma vie ». Aujourd'hui, c'est un élément parmi d'autres de leur vie. Parfois, ils ont un conjoint, une conjointe, une famille, un ex-conjoint, ils ont un chat, un chien, une vie sociale, un travail, des amis, un Erasmus, ils ont une série de choses. Les études, c'est parfois un morceau. Si vous regardez au Québec, on a dans certains espaces 75% d'étudiants qui travaillent en dehors de l'université. Certains plus de 25 heures par semaine. Alors vous comprenez que les études, au milieu de ça, ça se met au milieu du boulot. On a aussi les gens qui reviennent en retour aux études, professionnels, avec une expérience, avec une envie de transformation. Ce matin, dans les ateliers, on parlait de j'ai fait un master après avoir déjà eu 17 ans de carrière professionnelle. Comment je me situe? Je ne suis pas sur les bancs comme un étudiant néophyte. Donc on voit bien une transformation là. Ce qu'on voit aussi, c'est clairement une évolution des savoirs. On est à un temps où le savoir avance de manière extrêmement rapide. On va à peu près parler de 7 ans sur un cycle autour du savoir. Donc ça veut dire que ça évolue très rapidement. Récemment, on se faisait le commentaire avec les collègues en sciences informatiques que quand ils ont un étudiant qui rentre au premier cycle, donc qui chez nous s'appelle le bac, qu'ils font le baccalauréat de 3 ans, la maîtrise de 2 ans, et même s'ils rentrent leur thèse en 3 ans, le temps d'études du 8 ans fait en sorte qu'il y a des savoirs obsolètes qu'on leur a présentés en première année. Et ça nous a amené quand même à réfléchir en se disant comment on se situe. Ça veut dire aussi que nous, comme enseignants et enseignants-chercheurs, on enseigne parfois des savoirs qu'on maîtrise plus ou moins bien. Souvenez-vous ce premier cours où vous êtes allés, où vous ne connaissiez pas grand-chose finalement, et où quand vous avez fermé l'amphi après le premier cours, vous étiez au même niveau que les étudiants. Il vous restait 7 jours pour reprendre de l'avance. Et surtout, vous espériez aucune question. Parce que de toute manière, tu ne la connais pas, la réponse. C'est un véritable enjeu dans notre posture professionnelle. Ça veut dire aussi qu'on est dans une évolution de nos publics. Ça, c'est un élément fort. Vous le voyez dans vos amphithéâtres. On parle de massification, mais on peut aussi parler d'hétérogénéisation. La question de Bologne qui fête ses 20 ans, les étudiants qui se promènent pour un semestre, pour une année, qui viennent en césure, qui reviennent, des étudiants qui ont eu des parcours antérieurs, qui sont parfois allés très loin dans certaines formations, qui changent d'avis, des étudiants qui viennent avec des parcours un petit peu différents, les IUT qui s'inquiètent de la question des bacs techno, qui va arriver dans certaines filières de manière un peu plus présente que ce qu'ils ont à l'heure actuelle, mais aussi d'étudiants avec ce qu'on va appeler le grand spectre des troubles et des difficultés d'apprentissage. On se retrouve aujourd'hui dans nos établissements avec des étudiants qui ont droit à des tiers-temps, à des moitiés de temps, à une aide en classe, et ajouter à ça les difficultés de santé mentale, chose qu'on avait peu dans nos établissements. Si vous regardez sur les 10 dernières années, c'est un public qui a été en explosion et avec lequel nous, enseignants-chercheurs, on ne sait pas toujours très bien comment fonctionner. Et les établissements aussi fonctionnent à les recevoir un peu au fur et à mesure en se demandant. Alors ces dernières années, on a développé de plus en plus de parcours d'aide à la réussite et d'éléments, mais c'est quand même une vraie transformation. Et puis la dernière transformation, c'est la question du numérique. Quand bien même vous n'en voulez pas, ils font partie de la vie. Qui parmi vous a son téléphone sur la table? Chose qui vous scandalise quand vos étudiants ont ça sur leur table, hein. Mais ça fait partie de la vie. Ça dépend s'il est ouvert ou fermé. Je ne vois pas, par exemple, où vous êtes. Ah! Ça dépend s'il est ouvert ou fermé. Qui parmi vous a son téléphone ouvert? La vie est là, ça fait partie de la vie. La question, l'ordi, je n'ai aucune idée de ce que fait Benoît en arrière de son ordinateur. Rien de spécial? Vous, oui. Vous me tiendrez informé. Il t'envoie un SMS.
Merci. Mon téléphone est là, mais je vais envoyer Cécile regarder mes messages. Mais c'est exactement ça, la vie. Le numérique, il est partout. Comment est-ce que je peux l'utiliser dans mon espace? Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Je peux, par moment, le limiter, mais il fait partie de la vie. Il facilite aussi toute une série de choses dans nos métiers, comme enseignants-chercheurs, et pour les étudiants. Et ça, ces éléments-là, ils sont d'une part entre la culture et la tradition. Imaginez les étudiants internationaux quand ils rentrent dans la culture française. Non, mais juste les papiers à fournir. Tu viens déjà de vivre un moment culturel assez intéressant. Moi, la première fois qu'on m'a dit « Pouvez-vous nous envoyer votre livret de famille ?» Je n'ai pas de livret de famille. Mais vous avez un enfant? Oui. Et vous n'avez pas de livret de famille? Non. Eh ben, ça ne rentre pas dans la case. Eh ben, pourtant, je peux vous en créer un, mais j'en ai pas. Ça n'existe pas au Québec, un livret de famille. Et puis, cette espèce de tradition qu'on a dans l'enseignement avec ces amphithéâtres, cette chaire, cet espace, nos modes de fonctionnement. Et d'autre part, on a une tension avec une forme d'injonction de qualité qui vient du ministère, qui vient des établissements, qui vient parfois des étudiants qui se plaignent de la qualité de la formation, qui vient dans d'autres cultures aussi du besoin de compétitivité. Quand tu es au Québec, la compétitivité entre les établissements, elle est relativement forte. Donc, être un programme de qualité, ça peut être pour certains une question de survie dans certaines formations. Donc, c'est un élément important. Et puis, en parallèle de l'enseignement supérieur, il y a vous dans vos métiers. Vous aussi, vous avez évolué au fil du temps. Récemment, il y a un collègue qui m'a dit « Moi, c'est ça que je veux pas. Je ne veux pas que mon métier évolue. » Ben, je peux faire beaucoup de choses, mais là-dessus, c'est mort. Ça fait partie des données sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir. Et moi non plus. Alors, on peut refuser, hein, on peut dire non, mais je ne ferai pas. Mais il y a un moment donné où les choses ne fonctionnent pas. Oui, on s'attend à ce que vous soyez un chercheur. D'abord, un trouveur d'argent. Ça, c'est votre nouvelle activité préférée à tout enseignant-chercheur. Remplir des demandes pour avoir du fric. Et après, remplir des demandes pour justifier ta dépense d'argent. Ça te donne vachement envie d'en chercher. Tu sais que tu vas devoir justifier. Après, tu vas faire un peu de recherche. Non, mais c'est vrai. Hein. Le service des finances, monsieur le président, quand même, c'est pas facile, les finances. Après, tu vas avoir des assistants de recherche. Ils vont t'aider. Tu vas gérer une mini-PME. Les étudiants qui sont malades, les étudiants qui ne sont pas là, les étudiants qui se plaignent des tâches. Tu te dis, j'en aurais pas pris, je l'aurais fait moi-même, ça aurait été plus vite. Hein. C'est un cas véridique. Il y a des moments où je me dis ça. Et puis, je vais accompagner des étudiants qui font des thèses. C'est quand même important. Surtout pour voir qui sont meilleurs que ceux que je vais évaluer. Parce que ça fait partie de la game. Aller voir chez les collègues ce qu'ils font, aider, évaluer. Quelle belle activité de l'enseignant-chercheur et de l'enseignant. Évaluer des copies. C'est dur, c'est rough, c'est long, ça te bouffe du temps. Et en plus, ce serait bien que tu enseignes bien, parce que c'est quand même important. Pour avoir des bonnes évaluations, il faut que tu aies offert une prestation de qualité. Ça veut dire aussi que tu vas te préparer, tu vas lire, tu vas te documenter, tu vas travailler tes cours. Ça veut dire aussi que tu vas aller à des commissions, parce que c'est important, ça fait partie de notre vie administrative, de faire tout ça. Et je vous rappelle, vous avez fait une thèse. Ça vous semblait pénible, cette thèse, mais c'est rien à côté de votre job, en fait. La thèse, c'est tes vacances. Qui parmi vous lit au moins un article de recherche par semaine en entier? Un? Ah, on a une collègue. Moi, je vous avoue que j'y arrive plus. Je suis incapable de le faire. Ah bah oui, quand j'étais en CRCT, j'ai jamais autant lu de ma vie. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que comme je dirige une revue, j'ai la chance de lire tous les articles qui entrent. Mais si c'était pas ça, c'est vrai que je trouve moins de temps qu'auparavant. Il faut bien avouer que le temps doit s'organiser différemment. Et c'est un peu ça l'idée qu'on propose, de vivre ce carrefour comme enseignant et comme enseignant-chercheur. De se dire, c'est quoi aujourd'hui ce qui est attendu de moi? Alors, il y a une idée que, clairement, sociologiquement, nos collègues l'ont documenté, on a une complexification de notre tâche comme enseignant-chercheur, avec des codes parfois qu'on ne maîtrise pas complètement, avec un rapport au travail d'équipe, avec un rapport au temps qui est aussi relativement différent. Les courriels sont notamment l'ennemi de beaucoup d'enseignants et d'enseignants-chercheurs. Moi, ce matin, je dois avoir 2380 courriels non lus. Il doit bien y en avoir un de toi, Léa.
Moi, les courriels, j'y arrive plus. C'est tellement quelque chose qui rentre comme responsable de programme, j'en reçois 200 par jour. Il y a un moment donné où tu fais du tri, sinon je ne fais que ça. En fait, il me faudrait une semaine juste de travail pour gérer des courriels. À Noël, j'avais réussi à descendre à 550. Le 6 janvier, tu te dis, on est le 12 février, j'en ai 2380 non lus. Extraordinaire quand même. Quand tu imagines le nombre de ce que tu reçois, c'est ce qu'on va appeler la surinformation. Hein. L'info-obésité à l'heure actuelle, trop nous informer, trop communiquer, c'est comme pas assez. Le nombre de courriels que vous ne lisez jamais et que vous éliminez automatiquement, dans lequel il y a pourtant potentiellement de l'information. Il y a aussi l'idée que notre identité professionnelle, souvent elle est écartelée, surtout chez les collègues enseignants-chercheurs qui sont à la fois spécialistes de sujets en recherche et spécialistes de domaine en enseignement. La semaine dernière, à l'IUT, en fait c'est lundi, il y a un collègue qui me disait « Moi, je me sens parfois schizophrène entre ma recherche et mon enseignement. » Et ce que j'espère, c'est que l'approche par compétences va essayer de m'aider à rapprocher les deux morceaux de mon identité professionnelle. C'est vrai que c'est un enjeu qui n'est pas toujours facile. Et puis, il faut quand même reconnaître que pendant longtemps, notre portion enseignement a manqué de valorisation. On parlait avec Cécile hier de la difficulté parfois, hein, de la porte fermée qui est la classe, une fois qu'on est rentré, de questionner les collègues sur leurs pratiques et d'être reconnu. C'est pas toujours facile la reconnaissance. C'est aussi quelque chose qui a mis du temps à venir. Alors je pense que le chemin est en route. Des choses comme le congé pour projet pédagogique qui est porté à l'heure actuelle, qui commence pour sa première année, donc c'est sûr qu'il va falloir un petit peu de temps pour que ça s'installe. Des choses aussi comme ce qu'on voudrait avoir, qui est la prime à la recherche, la prime à l'enseignement qui serait l'équivalent de la prime à la recherche. Ce sont quand même des éléments qui démontrent que ça y est, on commence à prendre en compte ce que les collègues font, essayer de valoriser les initiatives pédagogiques, essayer d'organiser des espaces où on peut nous présenter des choses parce que, surprenamment, dans nos murs, il se passe souvent beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Quand on gratte un peu, on rencontre des collègues qui font des choses extraordinaires et on ne le savait même pas. Donc ça, c'est clairement important aussi que nos établissements entendent comment valoriser ce qui se fait à l'interne. Ce qu'on constate aussi dans la recherche quand on regarde, c'est que en général, les apprentissages proposés aux étudiants, quand on fait de l'analyse d'activité, ils sont assez peu significatifs. Ils sont peu contextualisés et ils sont difficilement transférables. Quand on fait de l'analyse d'activité proposée, on dirait pas que, je dirais pas que c'est pauvre, c'est pas le bon mot, mais je dirais qu'ils sont assez scolaires dans l'ensemble. Si on regarde ça, ça veut dire aussi qu'on a peu de situations d'apprentissage qui favorisent la résolution de problèmes complexes. On a tendance beaucoup à découper cette complexité en mettant aux étudiants des petits morceaux. Cette fameuse parcellisation dont vous nous parliez, le morcellement, c'est assez typique en enseignement supérieur. On va découper en petits bouts pour aider la compréhension de l'étudiant. À tel point que parfois l'étudiant, il voit même pas le puzzle à la fin, tu vois. Il a reçu tous les morceaux et toi tu te dis non mais il a tout eu et lui il n'a aucune idée de l'image que c'est censé faire. C'est assez interpellant quand on en discute avec les étudiants que de voir qu'ils n'ont pas cette vision du tout. Et puis si on regarde aussi, on constate qu'il y a peu de situations d'apprentissage qui font appel à ce qu'on va appeler des stratégies cognitives de haut niveau. Alors dites-moi, vous, comment vous faites pour apprendre? Vous vous trompez? Je vous ai pas... Ah, vous êtes là. D'accord. Donc vous mettez en pratique, vous? D'accord. D'autres façons de faire? J'aime bien explorer autour du sujet pour découvrir plus, comme ça je fais plus de connexions. Ah, tu essayes de faire des liens entre les morceaux, Anna-Maria. D'accord. Ok. Oui. Vous répétez? Oui. D'autres stratégies que vous mettez en place? On transfère. Quand vous dites transférer, pouvez-vous nous donner un exemple? D'un domaine à l'autre. Ok. Dans un domaine, et puis, Donc vous faites des connexions avec d'autres domaines, d'autres disciplines même? Ok. Confronte avec les collègues. Confronter avec des collègues, discuter? Ok. D'autres stratégies? Oui. Oui, expliquer finalement à un père ou à autrui. D'accord. Quand on fait l'exercice avec les étudiants, ce qui revient le plus souvent, répéter, évidemment, recopier,
recopier, pas synthétiser, hein, recopier, surligner. Stabilo a encore de très belles années devant lui. Tu sais, des fois, tu as l'impression que tu aurais imprimé la page sur le papier jaune, puis ils auraient entouré les mots qu'ils ne voulaient pas. Ça aurait été plus vite. Mais... Parce qu'en fait, ils ont énormément de difficultés à faire l'essentiel de l'accessoire. Pour eux, c'est extrêmement complexe comme stratégie. C'est ça qu'ils pratiquent le plus souvent. Et donc, quand vous avez en tête la possibilité de faire des exercices, donner des applications pratiques, faire une synthèse, schématiser, organiser les connaissances, ils sont rarement dans des stratégies de haut niveau. Et on constate que ce qu'on leur propose en termes d'activités sont souvent des activités où leurs stratégies, qu'on va juger entre guillemets de bas niveau, qui sont des stratégies moins demandantes cognitivement, fonctionnent. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que même quand les étudiants font l'acquisition, comprennent et appliquent les connaissances dans des situations scolaires, donc qu'ils réussissent à l'université, qu'ils réussissent dans nos espaces d'enseignement supérieur, eh bien, ce qui se passe pourtant, c'est que dans les situations professionnelles complexes, ils ont énormément de mal à faire ce dont vous parliez, le transfert. C'est les étudiants qui, par exemple, vont te dire « Non, non, mais on n'a jamais vu ça en classe. » Et toi, tu te dis « Bah si, si, c'est moi qui l'ai expliqué, j'en suis sûre. » Eh bien, c'est même pas de la mauvaise volonté. Pour l'étudiant, c'est passé... Vous savez, moi, j'ai fait psycho quand j'ai commencé. Et j'ai eu un super cours de psychologie du langage, dont j'ai retenu monème, phonème et Ferdinand de Saussure. 14 sur 20. Et à l'examen, le prof avait écrit « Je vous indique le nombre de lignes maximum pour répondre à la question, surlignez les mots importants. » Je me suis dit, c'est ma chance, j'ai jamais aussi écrit grand de ma vie. À mon avis, il pouvait lire ma copie à 2,5 mètres. J'écrivais tellement grand pour arriver au nombre de lignes, puis j'ai surligné les mots. Je vous garantis que s'il avait lu tout, jamais j'aurais eu 14. C'était pas possible, ça ne valait pas 14. J'avais employé une stratégie de très bas niveau. Je suis incapable aujourd'hui de remobiliser ces éléments-là. Alors, est-ce que tout doit tout le temps être ancré en mémoire à long terme, puis faire l'objet d'un apprentissage en profondeur? Peut-être pas. Peut-être qu'on peut accepter qu'il y a des éléments de savoir qui sont de l'ordre du savoir de surface, dont on a entendu parler, sur lequel on serait capable d'aller chercher de l'information sans les maîtriser. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein, effectivement, on ne peut pas toujours tout approfondir, mais on peut se poser la question. C'est sûr que si cet enseignant-là, son objectif, c'était que j'ai fait un apprentissage en profondeur, c'est un peu manqué. Je le salue. Et ce n'était pas un problème de qualité, c'est que lui, il nous faisait des cours, moi j'ai fait un apprentissage de bas niveau, de l'apprentissage par cœur, il faut bien l'avouer. Alors, une fois qu'on a mis de l'avant ces éléments-là sur cette difficulté, la question c'est quand même de quoi on parle quand on parle d'approche par compétence. Parce que le terme, il est un peu galvaudé. Alors, c'est un terme qui vient de l'entreprise à la base, hein, la question des compétences. Et puis, ce qui est important pour moi, c'est que c'est avant tout un moyen. C'est pas une fin, l'approche par compétence. C'est un moyen de faire en sorte que nos étudiants réalisent des apprentissages durables, des apprentissages transférables, qu'ils s'insèrent dans le monde professionnel, que nous-mêmes, on ait du plaisir à aller en salle de classe, hein, parce qu'on fait partie de l'équation aussi de l'enseignement supérieur. Donc, pour moi, l'approche par compétence, c'est un moyen. C'est pas juste de se faire des chandails en disant à Tours, on est approche par compétence, tu vois, c'est pas une fin, l'approche par compétence. C'est le moyen d'atteindre d'autres finalités. Un chandail, un t-shirt, Vous avez compris. OK. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment important. J'aimerais vraiment que vous reteniez cette idée que c'est un moyen mis à disposition. Et donc, comme tous les moyens, ils s'adaptent, on va le voir, en fonction de vos contextes, en fonction de qui vous êtes. Il y a évidemment des cadres avec lesquels on va vivre, et je vais vous inciter à avoir un cadre pour ne pas partir dans tous les sens, mais pour moi, il ne faut pas non plus être complètement rigide. Il faut voir comment est-ce qu'on est capable de proposer avec un cadre quelque chose qui va faire en sorte qu'on va atteindre nos nouvelles finalités comme établissement. Alors, si on regarde ce qu'est une compétence, j'ai choisi une définition et je sais que nos collègues de l'IUT vont travailler avec celle-là, puisqu'ils vont travailler avec Marianne Poumet au Lab 7. Et c'est une définition qui, je dirais, est relativement partagée dans le monde francophone, qui est celle de Jacques Tardif, qui dit
c'est un savoir-agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. D'abord, l'idée du savoir-agir complexe, c'est que c'est plus qu'un savoir-faire. On est dans quelque chose où non seulement je vais pouvoir faire des choses, mais je vais être capable d'expliquer pourquoi je choisis cette voie-là, d'être capable d'avoir là-dedans des savoir-être, des savoirs-devenir, d'être dans un espace d'évolution, et je vais travailler avec vous autour de la question. Ce qu'il dit aussi dans cette combinaison efficace de ressources internes et externes, c'est qu'il amène là l'idée des connaissances. Donc le débat, si nos étudiants développent des compétences, ils n'auront pas de connaissances, il est non fonctionnel. D'ailleurs, pour tout vous dire, la France est le seul pays où la question se pose en ces termes. Dans les autres pays, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « compétence s'oppose à connaissance ». Parce que dans la définition même de l'idée de la compétence, ça ne ferait pas de sens. Je ne pourrais pas être compétent si je ne maîtrise pas un certain nombre d'éléments de connaissance, mais que je vais combiner dans cette posture de transférabilité dont vous parliez, l'emmener dans un autre contexte. Donc je vais les utiliser de manière diverse et variée, on va voir comment, et à l'intérieur d'une famille de situations. Cette idée que, vous l'avez mentionné, le collègue, cette idée qu'on va quand même les emmener à devenir des professionnels. Peut-être pas demain matin, mais dans un avenir plus ou moins rapproché. Évidemment, on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Puis on les prépare aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas encore. On s'entend là-dessus, mais on a quand même une gamme des possibles. C'est sûr que je peux faire une licence en sciences du langage et finir capitaine de bateau. Mais disons que ce n'est pas la première finalité d'une licence en sciences de langage. Quand je fais pharma, j'ai quand même une idée assez nette qu'a priori, je vais peut-être être dans un contexte différent où je vais l'exercer. Je pourrais être en laboratoire, je pourrais être dans un hôpital, je pourrais être dans une officine, je peux avoir des contextes différents. Mais je vais quand même avoir une gamme, disons, potentielle de métiers. Il y a des métiers plus ou moins professionnalisants. Sciences de l'ingénieur, pharmacie, médecine, sciences infirmières, ça nous semble un peu plus direct que sociologie, philosophie, sciences religieuses. C'est vrai qu'avec un master en sciences religieuses, ta visée professionnelle directe te semble un peu moins nette. J'ai fait philo, je vais être philosophe, c'est pas complètement direct. Donc c'est souvent un peu plus complexe pour ces programmes-là d'imaginer les situations parce qu'elles sont souvent plus variées. Et l'autre élément important quand on regarde, c'est que ce savoir-agir, donc vous voyez, ils vont parler d'actes, d'actions, de gestes professionnels, génériques mais contextualisés, auxquels on va tenter de préparer les étudiants. Donc on va essayer d'entrer dans un certain nombre d'éléments où on va travailler la compétence, alors moins en morcelant, mais au contraire, je vais essayer de vous démontrer comment elle va être plus intégrée que dans le parcours antérieur. Alors, on va lui trouver un certain nombre de caractéristiques, donc l'idée de faire appel à une multitude de ressources variées. Et là, vous allez voir que justement, elle est moins intégrée qu'un cours, une compétence, ce qui ne fait aucun sens. Jacques Tardif, il va dire qu'on va trouver entre 6 compétences et 10 au maximum pour un programme de formation. Donc évidemment, on est bien dans une logique de plusieurs cours travaillent la même compétence. Et d'ailleurs, ça fait sens. Si on veut vraiment développer ces éléments chez les étudiants, ce savoir-agir complexe, il va falloir qu'on les mette en face d'une multitude de possibles. Donc on va au contraire plutôt parler d'intégration que de morcellement. On va entrer aussi dans l'idée du caractère combinatoire. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que les étudiants vont devoir se préparer à l'idée que je peux réutiliser dans le cours de Cécile des choses que j'ai travaillées dans le cours de Julien, dans le cours d'Anna-Maria, dans le cours de Léa, et on va travailler à partir de ces différents domaines les ressources. Ça, c'est souvent très compliqué pour les étudiants, parce qu'eux, ils aiment bien un cours, un contenu. C'est beaucoup plus simple. Vous savez, j'ai déjà un étudiant qui m'a dit « Oui, vous ne pouvez pas me poser ces questions-là, parce que ça, c'était dans le cours de Florian qu'on a vu ça. » Il a dit « Vous n'avez pas le droit. » Je dis « J'ai tous les droits. On va mettre les choses au clair. » J'ai dit « Ensuite, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas
vous questionnez sur cette partie-là, si ça ne vous fait pas remobiliser effectivement ce que vous avez vu dans le cours de M. Meyer. Et l'étudiant était vraiment très dépité. Il m'a dit, ben, je ne sais pas, mais je vais me renseigner, je ne suis pas sûre que vous ayez le droit. Alors, il est allé voir à la protectrice du droit des étudiants, qui lui a dit qu'effectivement j'avais le droit. Mais pour lui, c'était, ben là, c'est hors de votre cours. Autre exemple, j'ai longtemps travaillé à la formation des personnes qui forment à des métiers du type plombier, carreleur, chauffeur routier. Donc, ces collègues-là qui ont exercé un métier choisissent de venir en formation pour devenir enseignants dans leur métier. Et un collègue, justement, en plomberie, qui me dit tous mes étudiants, mes élèves, le projet final de la fin d'année, c'est construire une chambre de bain, la plomberie de la chambre de bain. OK. Puis il me dit, écoute, tous leurs tuyaux sont trop courts. En fait, si tu as envie de passer par-dessus le tuyau, c'est nickel. Il passe en plein milieu de la chambre de bain, mais personne ne va faire ça. Et puis on discute, et finalement, on arrive à l'idée que les étudiants comprennent-ils le périmètre? Là, le collègue me dit, oui, enfin ça, c'est quand même un apprentissage du primaire, tu vois, je ne vais pas leur expliquer le périmètre. Je dis, bah, je sais pas, mais... Et donc, au bout d'un moment, il a dit, ok, je vais leur expliquer le périmètre, parce que c'est pas possible, on va jamais s'en sortir. Et il y a un élève qui a dit, ah, c'est à ça que ça sert, alors, ce périmètre. Tu te dis, ça fait 10 ans, et il n'avait aucune idée. Alors, vous dites, ouais, mais c'est des élèves en professionnel. Donc, j'enseigne à des profs d'université, et mon exemple classique était, moi, le théorème de Pythagore, je comprends pas ce que c'est. Puis il y a un collègue un jour qui m'a dit, non, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Il faut que tu comprennes à quoi ça sert. J'avais 33 ans. Et la semaine dernière, j'ai une collègue qui vient de réaliser que jamais 203. Elle me dit, mais en fait, pourquoi pas 202 ou 204? Je dis, ben, non, jamais 203. Elle dit, non. 46 ans. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Quand tu l'as pas là, quand ça t'a pas paru à ce moment-là important, et pourtant ça vous semble tellement évident, mais en fait, quand ça ne devient pas, bah, c'est pas développé, c'est sorti de ta tête. L'idée du caractère développemental. Une compétence, ça se développe tout au long de votre vie. Vous-même aujourd'hui, dans les domaines où vous êtes devenus des experts, vous n'étiez pas comme ça en sortant de l'université. Ben, eux non plus. Donc à un temps T, on va leur avoir proposé quelque chose, on va les avoir emmenés quelque part, mais leur vie ne va pas s'arrêter avec notre formation. Quand bien même je vous donnerais 2000 heures pour la formation, vous me diriez encore, j'ai pas assez d'heures dans la maquette. Et pourtant, parfois, on a des collègues qui disent, oh, moi je fais 24 heures en 12 heures. Moi, mon contenu, en 12 heures, j'ai assez. Ah bon? Regardez le nombre de contenus répétitifs dans nos programmes de formation. Quand on fait de l'analyse de programme, on est surpris de voir comment les étudiants revoient certains contenus. Alors évidemment, le truc de prof, c'est de dire « Non, mais c'est important de revoir. » Tu vois, ils n'ont pas bien intégré, donc on va revoir. Sauf que des fois, c'est très répétitif. Ils revoient 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai vu un programme où 7 fois, le même contenu était abordé. Puis pas sous 7 angles différents, hein, je vous rassure. C'était sous le même angle. Avec des étudiants qui disent « Oui, mais elle n'a pas dit ça, Madame Goy !» Alors tu te dis « Bon, bah, Madame Goy, elle a tort. Donc la bonne réponse, c'est ce que je vais vous proposer. » Ben oui, on se retrouve là tout d'un coup dans un porte-à-faux. C'est parfois compliqué. L'idée que la compétence, elle est toujours dans un contexte spécifique. Elle est toujours contextuelle. Je ne peux pas être compétent, par principe, dans un domaine. Prenons la cuisine. Imaginons que je sois compétente en cuisine. Par rapport à Léa, je peux être extrêmement compétente en cuisine. Tu te dis, l'exemple est qu'en plus je suis nullissime. Mais mes collègues peuvent me dire, ah oui, vraiment, ton niveau de compétence en cuisine. Probablement que si je vais à Masterchef, ma compétence en cuisine, elle va peut-être être un peu moins développée. Elle est forcément dans un contexte. Je peux être excellent en langue anglaise pour prendre la parole avec des collègues quand je suis en voyage, demander mon chemin. Utiliser l'anglais en mécanique des fluides, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas parce que je maîtrise la langue anglaise que je suis capable de lire un article en mécanique des fluides, sur la mécanique des fluides en anglais. Donc on voit bien qu'en fonction du contexte, elle peut varier, ma compétence.
Et puis, elle a un caractère évolutif, c'est-à-dire que je vais intégrer des nouvelles ressources et des nouvelles situations sans bouger la nature même de la compétence. Elle va donc être non pas cumulative, mais bien intégrée dans ce qu'on va proposer. On va finalement l'enrichir et on va travailler tout au long du parcours de formation les mêmes compétences qu'on a ciblées. Chaque cours va amener sa couleur comme des ressources, en étant des domaines de ressources, à travailler la compétence des étudiants. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais est-ce que ça veut dire que si on a un cours qui ne sert pas au développement des compétences, on devrait s'en séparer ?» Ben, la réponse, c'est oui. Alors, ça veut dire qu'en fait, ce cours-là, dans sa forme actuelle, il ne sert pas au développement de compétences. Ce n'est pas la même chose que de dire « Oui, mais moi, je travaille des éléments de compétences dans mon cours qui ne sont pas évalués. » Ça, ce n'est pas la même chose. Je peux très bien travailler des éléments de compétences que je ne vais pas évaluer. Je peux travailler plus que les éléments. Mais si, comme espace de formation, je ne participe pas au collectif qu'est l'étudiant que je vais former, oui, là, ça nous pose un problème. Parce que ça veut dire que ce cours-là, finalement, il flotte. Et très clairement, dans cet exemple, on a vu un endroit où on nous a dit, il y a un cours de 15 heures qui est donné par un collègue, la moyenne, c'est 2, et on s'en fout parce qu'en jury, on n'en tient pas compte. On considère que ce cours-là ne sert à rien. Mais comme le collègue va partir à la retraite, on dit aux étudiants, vous inquiétez pas, le 2 va être éliminé de votre fiche, tout va bien se passer. C'est quand même assez interpellant. Pour moi, c'est vraiment intéressant comme collectif que cette réaction de dire on va juste l'éliminer à la fin, on ne le comptera pas dans leur moyenne. Qu'est-ce qu'on fait alors avec ce 2 ? Enfin, pour moi, ça, c'est mon point de vue nord-américain de pragmatique, dit il y a quelque chose qui ne marche pas là. Ça serait inacceptable dans notre culture. Ça ne serait même pas envisageable. Enfin, ça nous poserait un problème majeur. Alors, une fois qu'on sait ce que c'est, il nous reste à savoir comment il va. On y va, parce que c'est facile de se dire ok, on a le contexte, on est prêt, on est mûr, ou en tout cas, on nous dit qu'on est mûr. On sait à quoi ça ressemble. Comment on va y aller ensemble ? C'est un vrai enjeu, parce que c'est souvent là que les choses frottent un petit peu. La première chose pour moi qui est importante à comprendre, c'est qu'on est vraiment dans un espace où on a une transformation curriculaire et pédagogique, c'est-à-dire curriculaire au sens du programme de formation. Finalement, on s'en fout de la Schtroumpfette. Ce qui nous intéresse, c'est comment la Schtroumpfette participe au développement de mon étudiant. Mon cours, il n'a pas d'importance si on le regarde pour lui tout seul. Comment je participe à ce collectif ? Comment notre responsabilité est collectivement partagée par rapport à la formation d'un étudiant ? Et ça, c'est un mode de pensée qui devient très différent de celui que je pouvais avoir auparavant. Donc oui, ça change les choses de ce point de vue-là. On a un regard au niveau du programme de formation, le côté curriculaire, et on a quand même des éléments de transformation pédagogique. On ne pourra pas juste mettre le mot compétence puis dire on va faire comme avant. En fait, si, on peut. On peut faire ce qu'on veut, rappelez-vous. Mais ça ne fait aucun sens. Ça ne ferait pas de sens par rapport à la réalité. L'important là-dedans, c'est de se dire comment est-ce que nous tous, comme individus, on fonctionne dans cette démarche. Donc, on est là, avec nos cours, nos domaines, nos forces. On a parlé de l'auto-évaluation des étudiants, mais on a les nôtres aussi. Qui est-on comme enseignant-chercheur? Et puis, on a cette double activité dans laquelle on est engagé. L'homo pédagogicus, avec la recherche, les aspects scientifiques à travailler, avec le fait que la recherche est beaucoup valorisée dans notre carrière, avec le fait de pouvoir aussi avoir des tâches administratives qui sont liées. Et d'autre part, l'homo pédagogicus, celui qui doit réaliser la partie enseignement, la partie peut-être plus innovante, plus transformationnelle, et vivre dans cet équilibre de l'enseignant-chercheur. Trouver chacun notre place au sein de cette démarche. Et ça, c'est quand même une vraie transformation dans l'approche par compétences. Si vous vous souvenez, quand je suis venue vous voir en 2017, ça marche pour la personne qui est innovante toute seule dans son domaine. Mais là, elle n'est plus toute seule. Si on veut penser approche par compétences, on est obligé de se penser en collectif. C'est un vrai changement. Faire l'approche par compétences tout seul dans sa salle de classe, ça ne fait pas beaucoup de sens. C'est vraiment compliqué. Ça veut dire aussi intégrer l'ensemble des acteurs de l'université.
les collègues de la gouvernance, les collègues des services administratifs et les étudiants. Parce que si on pense que chez l'enseignant et l'enseignant-chercheur, c'est une transformation difficile, chez l'étudiant, c'est une sacrée transformation. Avouez que c'est cool quand même, ce moment-là. Vous êtes assis, je ne sais pas ce que vous notez. C'est Léa, elle écrit des trucs, peut-être c'est sa liste de courses. Hein. Julien, il prend des notes. Ah bah tu vois, il s'arrête. Justement, il se dit, oulala, elle me regarde. Aucune idée. Ce matin, là, en atelier, c'était quand même moins cool. Hein. C'est beaucoup plus relaxant maintenant. Vous n'avez pas d'exercice, vous n'êtes pas obligé de vous engager. Un étudiant, c'est la même chose. Souvent, ils doivent être beaucoup plus impliqués en approche par compétences. On fait partie du même processus. C'est parfois beaucoup plus demandant. Il faut aussi comprendre que pour eux, ça va être une transformation. Et cette transformation, elle passe par ce qu'on va appeler un changement de paradigme. L'idée, c'est de se dire, où est-ce qu'on s'en va? Alors, si vous regardez d'ailleurs, on va aller de quelque chose qui est plus morcelé, qui est la formation à l'heure actuelle, à quelque chose qui est plus intégré, avec une idée de placer un curseur. Bien sûr qu'il y a déjà des formations, des UE, des espaces qui sont déjà plus intégrés que d'autres. Bien sûr qu'il y a déjà des collègues qui travaillent un peu plus en collectif, qui travaillent un peu plus avec des projets en partageant les disciplines, en partageant parfois des activités pédagogiques. Bien évidemment qu'on en a. Le curseur, il n'est pas identique, c'est pas à l'université de Tours, on se situe là sur le curseur. C'est impossible. Vous avez chacun déjà plus ou moins votre curseur avec des collègues qui sont très... Moi, mon cours, ma classe à la porte fermée, et des collègues qui, au contraire, partagent déjà énormément de choses avec plusieurs collègues, soit des disciplines à côté, voire même parfois d'autres composantes avec lesquelles ils travaillent. Alors, d'une part, quand même, une approche qui est un petit peu plus parcours, cette logique un petit peu plus disciplinaire, hein, auquel parfois on tient. Parfois, l'approche par compétence, elle fait peur sur la place des disciplines. Alors qu'elles deviennent des domaines de ressources à proprement parler, donc elles existent, c'est vrai que cette manière de l'envisager comme un petit saucisson où j'ai ma tranche disciplinaire est un petit peu moins vécue. Avec de l'autre bord, une approche un peu plus parcours. Et les commentaires que vous émettiez sur la diversité des parcours, sur voir comment je peux emmener l'étudiant à développer des éléments de compétences, finalement, en choisissant des parcours peut-être un petit peu plus variés que ce qu'on imaginait auparavant. En effet, en réalité, le chemin, c'est vous qui, comme collectif, allez décider ce qui est intéressant. C'est vous, comme spécialiste dans vos espaces, de dire « Ok, qu'est-ce qui nous semble, nous, intéressant en matière de compétences ?» Est-ce que vous connaissez le référentiel de compétences de Bologne? Ça vous parle pour plusieurs d'entre vous? Donc, il y a des éléments de compétences définis pour les niveaux de master, pour les niveaux de licence, pour les niveaux de doctorat. Donc, de se dire, bah tiens, voilà une forme à laquelle on peut participer comme collectif. C'est ça, finalement, qu'on va faire. Mais cet exercice-là, vous allez le vivre en équipe. Ça veut dire aussi que, d'une part, dans la logique parcours, et vous l'ameniez tout à l'heure dans votre questionnement, en disant, est-ce que finalement le morcel, ce que Jacques Tardif dit, c'est plutôt l'inverse. Donc lui va dire, ben là, l'étudiant est un peu comme des photos. Chaque cours, c'est un tenté, où un prof nous a préparé des choses, et l'étudiant doit remettre ensemble pour faire un album. Puis s'il n'a pas retenu grand-chose du cours de Cécile, finalement, ça ne change pas grand-chose à l'album. Il a construit. Vous savez combien il y a de pourcentage d'erreurs dans les notes prises par les étudiants? 25%. Sur une maquette de 1600 heures, on a donc 400 heures de niaiserie. Et pourtant, vous avez fait cours. Je vous donne un exemple concret. Une collègue en sciences politiques qui a donné un cours, une étudiante où ça ne s'est pas très bien passé. À l'examen, à la moitié du semestre, il y a un examen tenté, l'étudiante reçoit sa note, c'est pas terrible, elle vient rencontrer la collègue pour regarder sa copie. Et la collègue me dit, en fait, c'est le désespoir. Il y a des trucs, je ne comprends même pas ce qu'elle dit. Mais dans le sens où les phrases sont grammaticalement correctes, mais ça ne veut rien dire. C'est ce truc où tu te dis, sujet, verbe, complément, mais ça ne fait aucun sens. Alors, il y a une phrase, elle lui dit, écoutez, voilà, typique, je ne comprends pas. Alors, l'étudiante lui dit, non, mais vous l'avez dit, mot à mot, je l'ai noté.
Alors ma collègue dit non, non, j'ai pas pu dire ça. L'étudiante insiste, si, c'est vous qui l'avez dit. Ma collègue me dit, je finis par capituler en lui disant, quand bien même je l'ai dit, pourquoi vous l'avez mise dans cette réponse-là, c'est à cette question. Et l'étudiante lui a dit, je l'avais appris par cœur, je savais pas où la mettre, alors je l'ai mise là. Ça va pas bien, mademoiselle. Et elle lui a dit, mais vous savez d'ailleurs, votre cours, c'était pas très clair que c'était un cours où il y avait l'Assemblée nationale. Ma collègue, elle lui dit, le cours s'appelle Assemblée nationale au Québec, au Canada. Alors elle lui dit, non, le cours s'appelle Paul 101. Non, ça c'est le code du cours. C'est le code dans l'annuaire, tu vois. Sur ton bulletin scolaire, il y a Paul 101, le titre du cours, ta note. L'étudiante dit, ah, je trouvais ça aussi bizarre comme titre. Elle a donc réussi son cégep, cet ordre d'enseignement obligatoire postsecondaire. Elle a 19 ans et elle se destine à devenir politologue. Elle découvre qu'il y a une Assemblée nationale. Je pense que ça ne va pas bien aller. D'ailleurs, elle a arrêté politique. Elle est maintenant en éducation. On ne choisit pas toujours ce qu'on reçoit. C'était assez interpellant. Quand la collègue m'a dit « elle est chez vous », je me suis dit « non, c'est une blague ». Et c'est une étudiante qui est là à tous les cours. Hein. Mais il y a des moments où tu te dis « c'est pas clair ce que je dis hein. ». Et non, elle te dit des choses que tu as dites. Elle n'a aucune stratégie de prise de notes. En fait, j'ai l'impression qu'elle prend des mots et puis elle reconstruit une phrase parce que ça va trop vite. Donc elle fait, puis elle fait une phrase. Et elle l'apprend par cœur. Et rappelez-vous, il se prête les notes d'année en année. Comme ça, tu vas gagner du temps. L'année prochaine, tu auras déjà les notes. Ça te donne une idée. Et puis de l'autre bord, j'ai un type d'approche où les enseignants vont être un petit peu plus explicites quant au lien entre les différents contenus. Et ça, c'est un message fort que je vous invite à retenir, c'est l'idée qu'on manque d'explicitation en enseignement supérieur. On n'a pas tendance à expliciter. Ça nous semble clair dans notre tête, ça reste dans notre tête. Et pourtant, c'est extrêmement important de l'expliciter aux étudiants. Les consignes, parfois les choses qui vous semblent évidentes. Je vous donne un exemple. J'ai fait psycho, je vous l'ai dit. En deuxième année, j'avais un merveilleux cours au-delà de psychologie du langage qui s'appelait « Épistémologie de la connaissance en psychologie ». Rien que le titre me donnait fort envie d'y aller. Et donc le gars au premier cours, qui était un vacataire, il a dit « Alors à l'examen, en fait, je vais vous donner 10 questions à préparer à la maison. Vous les préparez et à l'examen, il y en aura 5 ou 6 de posés, vous en choisirez 2. » Là, tu te dis yes. Moi, je suis bonne en petite rédaction. Pas de problème, je n'irai pas au cours. Ce que j'ai fait, c'est l'époque où j'ai eu un bar. Donc, n'allez pas souvent en classe. Mais je suis bonne en préparation. Donc, j'arrive à l'examen avec mes feuilles bien préparées, bien propres, bien nettes, bien rédigées. Je sors de l'examen et je me dis « Wouhou, I'm a queen !» Tout est bien. Arrive le jour des notes. 9. Ouh, I'm a petite queen. T'es moins queen que prévu, ça. Et un peu vexée dans mon ego, quand même. Tu sais, de se dire, voilà, ça méritait plus que 9, quand même. Donc, le gars organise la séance de révision pour nous tenir au courant un peu. Et j'arrive, amphi rempli. Foule de collègues. Je commence à leur poser des questions. T'as eu combien ? 3. Mais t'avais rien préparé ? Si. 7, 5, 6. Finalement, mon 9 était pas mal. Je reprenais un peu de poil de la bête, tu vois. Je me disais, je suis pas si pire. Mais je suis quand même là. Et le gars, il a commencé en disant, écoutez, je suis épaté du nombre que vous êtes. Hein. Sur le 250 étudiants, vous êtes plus de 200 à avoir échoué. Ah ouais. Mais c'était quand même pour un truc qui semblait simple quand même. Rappelle-toi, je pose des questions, tu les prépares, tu viens, tu recopies. Et le gars, il a dit, mais je comprends pas très bien, vous avez recopié le polycopier. C'était un peu ça le contrat, non on prépare, on recopie, non? Alors il a dit, non, si ça avait été ça l'idée, je vous aurais pas donné les questions à l'avance. Attends un peu, là, il y a une subtilité qui m'a échappé. Et le gars, il a dit, mais vous avez recopié des pages?
L'idée, c'était d'intégrer, de synthétiser, de faire des liens entre les questions, entre les parties, d'amener d'autres éléments de vos autres cours, d'amener des éléments de la vie d'actualité, enfin de prendre position. Ah taboy, ça ressemblait pas du tout à ce que j'ai fait, ça. Et encore, avec mon œuf, je m'en sortais pas mal. Et le gars, il a dit, visiblement, je n'ai pas été clair dans la consigne. En fait, il n'avait pas été explicite quant à ses attentes. Et nous avions appliqué des stratégies simplistes que nous avions toujours appliquées. Donc, l'idée, c'est pas de se dire, il y a un bon et un pas bon, c'est que nous, dans notre approche habituelle de bons petits étudiants scolaires, on avait fait une forme, et que lui, il s'attendait à autre chose de notre part. Et c'est là, dans le match explicatif, que les choses sont importantes. Donc, effectivement, hein, quand j'ai repassé l'examen, j'ai eu 15. Une fois que j'avais bien compris le processus, j'ai beaucoup plus appris que ce que j'avais fait, évidemment, auparavant. Est-ce que vous le voyez, la différence à ce moment-là entre le morcellement et un peu plus intégré par rapport à l'approche par compétences? D'accord. Alors, dans l'idée de faire ça, il y a une question de mise en œuvre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette magique, puis moi, je ne vends pas de tapis. C'est dans le sens où c'est un processus qui vient de la littérature, qui a été expérimenté, qu'on a adapté, mais il ne m'appartient pas, je n'ai pas d'action dessus, donc si vous ne fonctionnez pas exactement de cette manière-là, il ne m'appartient pas. Ce qui m'importe pour moi, c'est que vous ayez un cadre pour ne pas partir dans tous les sens, puis le faire de manière commune, pour que ça fasse sens et qu'on ne soit pas dans une idée de refaire le travail. Alors la première chose, c'est votre contexte. Qui est votre contexte? On n'est pas de la même manière à l'Université de Tours qu'à Nice-Côte d'Azur, qu'à Paris, qu'à l'Université de Sherbrooke. Il y a des contextes différents. Vos profils, vos étudiants, vos habitudes, vos partenariats, et même à l'intérieur de vos filières et composantes, elles ne sont pas toutes identiques. On ne fonctionne pas de la même manière en STAPS que ce qu'on fonctionne en mathématiques. Le nombre d'étudiants, le rapport à, tout ça est très différent. Donc c'est sûr qu'il y a des éléments différents. Quand je suis dans une filière où j'ai 50% d'étudiants internationaux, ce n'est pas la même chose que quand j'en ai 0 dans une filière de formation. Donc cette analyse de contexte, elle est importante. Vous ne pourrez pas prendre ce qui se fait ailleurs, faire un copier-coller, puis se dire « Ok, c'est bon, on va juste faire ce qu'ils ont fait à côté ». En général, quand on fait ça, on va droit à l'échec. Et la majorité du temps, c'est parce que comme on n'a pas fait une analyse de contexte adaptée, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans nos espaces et contextes. L'autre élément ensuite, c'est le fameux profil de sortie de nos étudiants. Qui sont-ils nos étudiants? La question vous paraît probablement banale et elle est pourtant souvent très complexe. Un petit exemple, justement en STAPS, où il y a quelques années, je suis allée dans une université autour de l'approche par compétences en STAPS, et on les a fait travailler, les collègues enseignants, avec la conseillère pédagogique, sur le profil de sortie. Et c'était assez interpellant de voir les profils de sortie. Il y a des collègues qui disaient « Non, non, mais ça, c'est pas du tout le profil de sortie. » Je dis ça parce qu'ils les avaient collés au mur. Ça, c'est l'étudiant dans 5 ans. C'est un professionnel en exercice, c'est pas ça qu'on fait. Il y a un collègue qui disait « Mais vous parlez même pas des sportifs de haut niveau, c'est quand même essentiel. » Et il y a une collègue qui dit « Bah attends, c'est même pas un étudiant sur une promo qui va être sportif de haut niveau, c'est pas ça notre profil de sortie. » Alors le gars, il a dit « Bah je comprends pourquoi ils sont pas bons, pour moi c'est super important, puis vous le considérez pas. » Donc c'était très intéressant de les écouter discuter par rapport à ce profil de sortie. Quelle est notre vision? Alors c'est probablement quels sont nos profils de sortie. Parce qu'évidemment, par exemple, quand je suis à l'IUT, entre les étudiants qui vont continuer, les étudiants qui vont aller en école d'ingénieur, les étudiants qui vont aller sur le marché du travail, comment est-ce qu'on est capable de les préparer à ça? Et donc, c'est qui notre étudiant? Pas l'idéal, notre vrai étudiant sortant de nos espaces de formation. C'est tout un enjeu. Troisième étape, en général, qu'on voit apparaître, ce sont les fameuses actions professionnelles possibles. Qu'est-ce que ça va faire, notre étudiant, à la sortie de notre programme? Si on est en RH, quels sont tous les possibles où il pourrait aller travailler majoritairement? Donc, il y a beaucoup de filières qui vont travailler à ce moment-là avec les entreprises ou voir où les étudiants vont en stage pour essayer de nourrir les possibles carrières en disant « voilà ce qu'on va trouver essentiellement ». Ce qui peut parfois complexifier les choses. Le comptable, les comptables, ils me disaient « c'est complexe parce qu'un comptable, il peut travailler dans une série de domaines différents et qui peuvent faire appel à des choses très différentes en termes d'éléments de travail. » On a toujours cette image du comptable qui fait juste des chiffres sur une petite machine à calculer, mais c'est beaucoup plus
complexe que ça. D'ailleurs, chez eux, il y a des gens qui vont prôner de dire on devrait les appeler les métiers du chiffre, plutôt qu'uniquement l'idée de la comptabilité qui semblait plus restrictive pour plusieurs collègues. Donc, c'est tout de même intéressant de faire ce tour. À partir de ces actions, quelles sont les tâches? Parce que c'est bien de dire, ce qui peut être, c'est consultant comme ingénieur métallurgiste. Ça fait quoi un consultant? C'est quoi les tâches attachées à ça? Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, on va voir les collègues qui ont des diversités de vision quant aux possibles actions dans les tâches professionnelles. Et c'est parfois pas facile quand ça fait un petit bout de temps qu'on a quitté ou qu'on n'a jamais connu le milieu du travail. Ben oui, parce que vous savez, nous, enseignants et enseignants-chercheurs, ce qu'on sait surtout, c'est ils pourraient faire de la recherche. Mais enfin, c'est rarement le profil de l'étudiant de licence. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc souvent là, on va voir apparaître dans les filières l'importance des vacataires, par exemple. Des vacataires qui ont une pratique professionnelle et qui peuvent de temps en temps nous amener des idées pas inintéressantes, des milieux de stage. Il y a plusieurs équipes avec lesquelles j'ai travaillé où ils disaient on pourrait peut-être rencontrer quelques personnes en entreprise qui pourraient participer avec nous juste pour nous donner aussi quelques idées, nous nourrir là-dedans. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Et puis une fois que je suis là, on va les formuler, nos fameuses compétences. Est-ce qu'elles seront parfaites en un coup? Non. Rassurez-vous, elles ne le seront pas. Je vais vous montrer un exemple concret tout à l'heure. Elles ne le sont jamais. C'est un work in progress. Forcément, la première fois, c'est pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Puis même quand ça l'est, vous allez voir, c'est pas encore parfait. Il y a des formulations de travail, mais il faut bien qu'à un moment donné, on se mette en marche, puis qu'on se lance un peu à l'eau. Nos maquettes de formation ne sont pas toutes parfaites non plus. On y va quand même. Et puis, une fois que je les ai formulées, ça, c'est la première partie. Elle semble déjà pas facile, mais ça n'est pas fini. Il reste évidemment le design, donc au sens de la conception, macro, micro, pédagogique. Ben oui, parce qu'il va quand même y avoir nos cours qui vont participer au développement de ces compétences, les activités pédagogiques, les activités évaluatives, ça va quand même s'organiser, ces activités-là. C'est pas parce qu'on a des compétences qu'on a réglé le problème en disant, maintenant, parfait, on va faire des petites croix dans des petites cases qui disent, OK, moi j'appartiens à telle croix, telle case, c'est réglé. Il y a des établissements qui vont le faire. En général, ils sont assez déçus du résultat. Ils vont vous dire, au final, c'est pas très, très intéressant. Alors le mieux, c'est les étudiants qui vont vous dire, ah bon, on est en approche par compétences? Dans une filière que je ne citerai pas parce que vous le filmez, il y a eu ça. Donc ils sont en approche par compétences depuis quelques années, et puis ils m'ont demandé de venir faire un peu le bilan de leur approche. Donc j'ai rencontré des directions, des étudiants et des enseignants-chercheurs. Chez les étudiants, pas un ne m'a dit « Ah oui, on est en approche par compétences ». Quand je leur parlais du fameux tableau des grilles, il y avait des grilles avec des éléments de compétences, ils me disaient « Ah, le long machin où il y a 85 items où il faut mettre des croix. Ah, c'est ça des compétences !» Non, en fait, c'est pas ça des compétences, mais c'est ça que votre établissement promeut comme étant l'approche par compétences, oui. Les étudiants n'avaient même pas fait le lien. Parmi les enseignants-chercheurs rencontrés, 2 m'ont dit « Oui, on est en approche par compétences. » En fait, les seules personnes qui m'ont dit « oui », ce sont les directeurs des études, à l'exception d'un, qui me dit « Pour moi, c'est pas très clair, en fait, si c'est de l'approche par compétences. » Évidemment, vous pensez bien que c'était compliqué de promouvoir ce moyen pour atteindre cette finalité à partir du moment où la finalité, c'était avoir mis des croix dans des cases. Mais ce n'était pas du tout ça, l'approche. On avait quelque part raté la chose, alors ils ont repris le travail pour essayer de dire « Ok, on n'a pas pris le bon chemin, on va retravailler d'une manière ou d'une autre », mais c'était assez interpellant de voir comment ni les collègues, ni les étudiants n'avaient réellement perçu le changement. Et plusieurs conseillers pédagogiques m'avaient dit « Mais moi, je pense que les gens ne voient pas qu'on est en approche par compétence. On a beau mettre le mot, les directeurs ont beau le dire, ça ne fait pas de sens pour les collègues enseignants, enseignants-chercheurs. » Et puis évidemment, je vous en prie. J'avais une question quand vous dites élaborer une vision commune du profil de sortie, cerner les actions pro. Vous l'avez dit vous-même, il y a celui qui voit le sportif de haut niveau, qui ne constitue qu'un sur 100, il y a celui qui... après, il y a aussi des formations où il y a une pluralité de sorties, voilà. Est-ce que c'est l'occasion peut-être de se dire qu'il faut arrêter certaines choses ou alors est-ce qu'on est capable de mettre en œuvre une stratégie pédagogique qui développe
des compétences qui vont correspondre pour partie, pour certains, à tel profil de sortie ou tel autre profil de sortie. En fait, j'ai du mal à voir si c'est l'occasion de faire le point et de réduire un peu nos profils de sortie ou nos actions pro qu'on vise, ou est-ce que c'est l'occasion de diversifier cette méthode pédagogique et je sais pas. Alors je vous dirais que j'ai vu les deux cas. J'en ai vu où effectivement ils ont choisi de refermer en disant ça, c'est quelque chose où on accorde finalement de l'énergie pour très peu de sorties. On devrait dire ben nous non, dans notre établissement, on ne fait pas cette partie-là, on va l'assumer. J'en ai vu d'autres où ils ont fait l'inverse. Ils ont dit, bah, au contraire, nous, on voudrait diversifier. Donc, comment on est capable de trouver des compétences qui sont travaillées finalement dans l'ensemble des programmes de sortie, quitte à avoir moins de compétences, mais qu'elles soient plus solides et plus partagées, mutualisées au sein des profils des sorties ou des programmes offerts. Donc, les deux stratégies sont possibles, mais je pense qu'il faut faire le choix de l'une ou de l'autre. Il est difficile de les mener en parallèle complètement. Donc, c'est une discussion à avoir dans le collectif. Et en plus, on est bien dans une démarche itérative. Donc, ça se peut que c'est quand on a avancé qu'on se dise « Ok, on va revenir au profil de sortie parce que c'est pas complètement stabilisé. » C'est l'idée de mes petites flèches. Hein. C'est effectivement souvent quand on avance qu'on se réinterroge. Résultat, on a parfois l'impression de piétiner un petit peu au début dans la démarche. Mais il faut continuer à avancer. Puis à un moment donné, on prend des décisions collectivement, on continue à avancer. La question qui revient souvent aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les collègues qui n'embarquent pas ? Alors, la politically correct dirait « Non, mais c'est important de convaincre les gens que c'est important. » Moi, je vous dirais, ben, il y a un moment donné, comme collectif, on avance, ces collègues sont invités, mais c'est d'être explicite aussi, puis de dire « Ok, tu as le droit de ne pas y croire, mais nous, comme collectif, on va avancer. » Ça fait partie de la démarche. Vous avez souvent des collègues qui vont embarquer au final. Ils vont venir dedans, au début un peu à reculons, et puis finalement, hop, ils vont se laisser embarquer. Les vrais résistants au changement, quand on fait des analyses d'espace, sont pas si nombreux que ça. Mais c'est souvent ce ventre mou des collègues qui savent pas trop dans quel vent aller, qui vont beaucoup aller avec celui qui crie le plus fort. Mais finalement, si vous parvenez à mettre de l'avant, à mettre des actions en place, puis à avancer, vous allez voir que la très grande majorité des collègues vont embarquer. C'est pas toujours facile, ça met en doute, mais en même temps, ça fait peur, c'est une transformation. Faut pas leur mentir non plus, puis dire « Oulala, on va faire exactement comme avant ». Non, mais on part pas de nulle part. Il y a aussi des expériences sur lesquelles on peut s'appuyer, dans d'autres pays, dans d'autres contextes, dans des établissements qui sont déjà allés plus loin. Il y en a aussi des expérimentations sur lesquelles on peut aller. On part pas non plus complètement à nu. Mais c'est sûr que ça va nous bousculer dans certaines de nos habitudes, certains collègues plus que d'autres. Et puis, ça veut dire aussi dans cette démarche, clairement réviser nos fameux alignements curriculaires et pédagogiques. Hein. Donc, cette idée de cohérence entre nos morceaux, quelles sont nos cibles visées? Quelles sont nos compétences? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut aussi en termes d'acquis d'apprentissage? Qu'est-ce que les étudiants vont avoir appris à la sortie? Quelles sont les activités qu'on va leur proposer? C'est la question que vous posiez. Finalement, est-ce qu'on propose des activités un petit peu plus diversifiées pour le permettre d'atteindre? Est-ce qu'on les transforme? Est-ce qu'on les change? Est-ce qu'on en propose d'autres? La question du stage qui apparaît souvent. Est-ce que le stage, c'est le lieu où on travaille les compétences, puis nous, à l'université, on ne les travaille pas? Vous savez que c'est une grande problématique dans les établissements. Quand on vit de l'alternance où le milieu professionnel et l'établissement ne se parlent pas, on a une désarticulation totale. Souvent, d'ailleurs, les étudiants vont vous dire « Ouais, mais là, j'apprends la vraie vie, là, je me tape des cours. » Puis toi, tu te dis « Bah non, attends, normalement, c'est censé être intégré. » Mais c'est parce qu'on a du mal à réintégrer les activités. Donc, ça fait partie de la diversité des activités pédagogiques possibles. Et puis, les stratégies d'évaluation en bout de ligne. Imaginez que je vous dise Ok, mon objectif, ma cible, c'est que vous soyez capable de sauter en parachute. C'est une sacrée compétence quand même. Je vais vous proposer la lecture d'un livre sur le parachutisme depuis 1850. Et puis on va aller sauter en parachute. Probablement que vous n'allez pas être très emballé par ma méthode d'enseignement, en disant « c'est pas quand même l'activité pédagogique la plus pertinente pour le saut en parachute ». Alors celui-là, il vous paraît extrême. Mais en réalité, quand on regarde nos cours et nos programmes de formation, c'est parfois un peu ce qu'on propose à nos étudiants. Il y a des choses qui ne font pas beaucoup de lien. Et donc, c'est important aussi de penser qu'en approche par compétence,
On va le regarder autrement. Puisqu'on est dans des savoirs-agir complexes, comment est-ce que je prépare l'étudiant au savoir-agir complexe? Probablement que le cours magistral, dans sa forme la plus froide, Julien, hein, on s'entend, n'est pas toujours le plus pertinent. L'est-il pour certains éléments? Bien sûr. Tout comme l'apprentissage par cœur peut très bien fonctionner. Pour les tables de multiplication, c'est probablement la stratégie qui va vous permettre le plus d'éviter que votre mémoire de travail soit toujours en cours de réflexion. J'ai un conjoint qui retenait les capitales avec des trucs mnémotechniques. Et donc, il faisait Norvège. Norvège, Tintin. Tintin, Milou. Milou, Oslo. Moi, je fais Norvège, Oslo. Temps de mémoire de travail, toi, moi, je gagne. Hein. Jamais compris la logique non plus entre Tintin et Norvège. Parce que l'enjeu, il est là. Moi, je veux bien que tu aies un truc, mais finalement, le temps que tu as mis à retenir Tintin Norvège, tu aurais fait Norvège-Oslo, pas plus long. Ça fait partie de notre développement. Et puis, s'ajoute à ça, évidemment, la question des outils numériques. Lire un texte sur un iPad ou lire un texte papier que tu vas commenter, critiquer, c'est pas tout à fait la même chose. Quand je suis à l'examen et que je propose aux étudiants de faire une lecture critique d'articles en anglais sur un iPad, pas tout à fait la même chose qu'en classe avec ses papiers et ses stabilos. C'est beaucoup plus compliqué. Si je ne les ai pas préparés, on l'a vu avec les ECNI, ça n'a pas été facile au premier tour non plus. Certains espaces de formation les avaient probablement moins bien préparés. Ça veut dire aussi qu'une fois que j'ai travaillé mes cibles et mes compétences, eh bien, je vais revoir mes stratégies d'enseignement et d'apprentissage. Mes fameuses activités pédagogiques, souvenez-vous des constats que la littérature nous avait permis de tirer sur l'idée du peu significatif, peu transférable, faisant appel à des stratégies, disons, de bas niveau cognitif, sans que ce soit un jugement que je porte. Ça veut dire qu'il va nous falloir oser un peu ces stratégies un peu plus actives pour les mettre dans le bain. Alors, l'idée n'était pas de vous en faire une liste exhaustive, mais de constater que quand je suis en apprentissage par problème, par projet, en méthode des cas, quand je suis en jeu de rôle, en simulation, en aquarium, en questions, tout ce qu'on peut imaginer, quand je leur fais faire des cartes conceptuelles, heuristiques, du mind mapping, quand ils vont en stage, tout ça, ce sont des éléments aussi qui vont diversifier, que je peux mettre en place d'ailleurs dans le cadre d'un enseignement magistral. Hein. L'idée, c'est pas de dire, oh là là, ça vient de supprimer l'ensemble des CM. Pas du tout. Comme on se disait ce matin, les CM, c'est aussi des occasions de réfléchir. Mais la question, c'est comment est-ce que je vais être capable, une fois que je les ai fait réfléchir, de voir la trace de la réflexion. Ça veut dire aussi, probablement, réfléchir à des activités parfois un petit peu plus collectives. Alors, comment je vais être capable d'évaluer des productions collectives de manière individuelle? C'est tout un enjeu aussi que celle-là. Parce que la pierre d'achoppement de tout enseignement, c'est l'évaluation. C'est un vrai enjeu. Souvenez-vous aussi, tout à l'heure, je vous parlais des situations d'apprentissage proposées. Donc, ce qu'on va voir, c'est être plus authentique et plus signifiante. Souvent, je partage l'exemple de... J'ai un collègue burkinabé, et mon collègue, quand il était jeune, il recevait les livres de la France. C'est comme ça se faisait beaucoup, hein. La Belgique le faisait avec d'autres pays d'Afrique aussi. On envoyait les manuels scolaires. Et il me dit, tu sais, un jour, il y avait un exercice. Un train par Damien roule à 110 km/h. Un autre train par, je ne me souviens plus de la ville, roule à 120 km/h. À quelle distance se rencontrent? Jean Gabin, il me dit, je vais voir l'enseignant. Qu'est-ce que c'est, Amiens? Alors, il dit, oh, Amiens, c'est une ville. Ah, bon. Qu'est-ce que c'est, un train? Alors, il me dit, l'enseignant me regarde, il dit, c'est quelque chose qui roule, hein, on voit bien, c'est écrit, ça roule. Jean Gabin, il me dit, ça m'a perturbé pendant des années. Un train, mais ça veut rien dire. Et alors, il m'explique qu'à 22 ans, il a vu un train pour la première fois. Et il m'a dit, mais comme, il dit, tu sais, c'est fou, mon souvenir de jeune, de dire, hey, c'est ça un train. Ça y est, je vois. Il dit, j'avais presque le goût d'appeler le prof et de dire, hey, j'ai vu un train, je vous envoie une photo. Mais il m'a dit, moi, j'avais jamais vu de train, ça ne faisait aucun sens, ces apprentissages. Donc, il m'a dit, moi, j'ai appris plein de trucs qui ne faisaient pas de sens. Dans une vie, avant d'enseigner aux profs d'université, j'enseignais aux futurs collègues l'équivalent de l'INSPE.
Et donc, j'allais en voir en stage, parfois dans les écoles. Et je me souviens d'une jeune qui travaillait sur l'accord du participe passé et les enfants devaient accorder des phrases avec des mots. Et vous savez, c'est le truc où tu as une liste de mots, puis tu dois choisir le bon verbe en fait dans la phrase pour l'accorder correctement. Et il y avait le gramophone. Alors on était en 2007. Alors je dis à l'étudiante post-leçon. Puis, il y avait plusieurs élèves qui avaient raté cette phrase, évidemment. Et donc, je lui dis, c'est quoi un gramophone? Alors, tu sais, là, les yeux de panique qui se disent, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis? Alors, elle me dit, ben, c'est pas moi, c'est Grévis. Bah, si, t'as quand même photocopié la page. Et elle avait fait ça. Elle avait photocopié la page, mais sans se poser de questions. Évidemment, les gamins, un gramophone, ça voulait rien dire. Elle non plus, d'ailleurs, hein, donc... Disons que son Grévis ne devait pas dater de l'année d'avant. Mais c'est extraordinaire, ça ne faisait aucun sens. Donc l'enfant qui a choisi « allumer » puisque c'était le verbe, c'est du pur hasard. En fait, il a rempli tous les autres, puis il restait celui-là. Aucun intérêt réel. Évidemment, l'idée d'être les plus authentiques possibles, ça fait le lien aussi avec les possibles situations professionnelles proposées à nos étudiants. Vous voyez des situations qu'on va considérer multi, inter, pluri, transdisciplinaires. On ne va pas jouer sur le jargon de quelle est la différence exacte entre trans et pluri. Je veux bien vous donner un cours là-dessus, mais je pense que ça ne vous intéresse absolument pas. Et d'ailleurs, je ne pense pas que c'est ça qui est important. Je pense que l'idée, c'est de se dire, OK, il faut que j'arrête de penser monodiscipline. Mais qu'on l'appelle pluri, inter, trans, dans ce cas-ci, pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'entre collègues, vous compreniez quand vous utilisez le mot. Vous dites, OK, oui, c'est ça que tu veux dire, faire appel à plusieurs disciplines, parfait, moi aussi, c'est ça que je vois. Ça, ce sont des situations qui sont beaucoup plus complexes, évidemment, que quand on est monodisciplinaire. L'idée du déséquilibre cognitif, c'est en fait quand on est face à quelque chose où on ne connaît pas la réponse. Ce que la recherche nous a démontré, c'est que c'est dans ce trou cognitif que tu es le plus curieux, que tu vas chercher. Anna-Maria, tu disais, moi je vais lire dans d'autres livres. Monsieur, vous disiez, je fais des liens avec d'autres disciplines. C'est ça que vous comblez, un déséquilibre cognitif. Il y a une collègue qui me disait, en apprentissage par projet, c'est toujours tu marches, tu t'approches du précipice, hop, tu te laisses tomber dedans, tu te rattrapes, tu viens de vivre ton déséquilibre cognitif, tu te rééquilibres et hop, tu reprends, nouveau, et tu vas retomber et tu vas apprendre comme ça. Et c'est exactement cette idée-là, avec des phases d'équilibre, puis avec des phases où on met en doute. Puis souvent, ce que font les étudiants, c'est deux choses. Quand vous apportez des choses qui les déséquilibrent cognitivement, soit ils l'intègrent et ça fait maintenant partie de leur nouvelle organisation des connaissances, soit ils l'éliminent. Tu te dis, j'ai rencontré un chien. Moi, mon chien, il est noir. Tu rencontres un chien blanc, tu as deux choix. Ou tu te dis, tiens, je révise mes caractéristiques de ce que je sens un chien, il peut être blanc. Soit tu te dis, c'est une hérésie. Un chien, c'est noir. Et tu continues. Eh bien, il fonctionne comme ça avec le savoir de temps en temps. Donc, ils se disent, oulala, ce cours-là, qu'est-ce que c'est ça? Oui, ben, je vais passer l'examen. Après, je vais revenir à ma pensée unique. Ce relativisme par rapport au savoir est très compliqué pour un certain nombre d'étudiants. C'est les fameux étudiants qui vont dire, oui, mais à l'examen, la bonne réponse. Et toi, tu te dis, ça fait une demi-heure que je t'explique qu'il n'y en a pas. Ce qui est important, c'est le processus et la réflexion en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'il faut écrire à la fin? Et tu es un peu désespéré quand même, hein, parce que... Mais c'est pas facile, parce qu'on leur a appris aussi qu'il y avait souvent une bonne réponse. Alors qu'on sait que c'est rarement le cas. L'idée d'avoir des situations qui font appel à des stratégies cognitives de haut niveau, un peu moins de répétition, un peu moins d'apprentissage par cœur. Vous savez, mon prof d'épistémo, il nous faisait appel à des stratégies de haut niveau sans qu'on le comprenne. Avoir toutes ces notes de cours à l'examen, ça te demande des sacrées stratégies d'organisation de tes connaissances. Avez-vous déjà proposé aux étudiants de venir avec un anti-sèche? Ça vaut la peine, ça vaut de l'or. Regardez les anti-sèches des étudiants, c'est un petit moment de bonheur. Entre celle qui a écrit le plus petit possible, c'est tellement petit qu'elle est comme ça, et dans tous les sens, hein. Même autour du trou de la feuille, tu vois, elle a quand même mis un concept. Et à l'examen, elle est là, elle se dit, oh là là, j'aurais dû trouver une loupe. Le gars qui se dit, attends, moi je vais photocopier sa feuille parce que c'est vraiment une bonne étudiante, et lui, il ne sait même pas quoi en faire, hein, parce que c'est tellement petit qu'en plus la photocopie n'est pas de très bonne qualité,
Ça sert à rien. Ben oui, parce qu'elle l'a écrit au crayon plomb. Comme ça, au cas où elle pouvait encore écrire plus petit, elle a donc plein de petits gommages qui, à la photocopie, sont dégueulasses. Celui qui a pris le cours, qui a commencé à la ligne 1, qui s'est dit, on va voir jusqu'où je vais dans mon anti-sèche. Hein. Ceux qui, au contraire, se sont dit, ok, je l'ai fait tellement de fois pour organiser un maximum qu'arriver à l'examen, elle ne me sert plus à rien. Je la connais par cœur, ton anti-sèche. C'est extraordinaire d'écouter les étudiants dans leur stratégie. Mais c'est beaucoup plus complexe d'organiser tes connaissances. C'est du beaucoup plus haut niveau que quand je fais un simple recopiage. Mais ça veut dire aussi qu'on doit leur proposer des stratégies qui nous amènent là. Et ça, parfois, c'est parfois moins facile à corriger. Parce que tes questions à choix multiples, c'est quand même bien quand ton fils de 4 ans peut faire oui, 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 non, oui. J'ai un fils de 4 ans, et donc il adore faire des corrections. Voilà, il faut quand même que je repasse derrière. Hein. Sinon, après, vous avez vos doctorants pour faire vos corrections, mais ça marche moins bien. Tu es obligé de leur donner des chocolats et tout ça, il faut les nourrir. Mon fils, il n'est pas encore là. La métacognition, donc l'idée de réfléchir à leur stratégie. Vous savez, on a un certain nombre d'étudiants qui échouent et qui ont travaillé. Et ils vont vous dire, je ne comprends pas pourquoi j'échoue. J'ai bossé, c'est vrai, mais ils reproduisent la même stratégie au cours d'après, ils continuent encore à échouer. Parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas ça. Ils ont du mal à organiser, à planifier, à s'autoréguler. Ils ne savent pas comment transformer leur stratégie. Ils se connaissent peu. Vous parliez de l'auto-évaluation, à leurs forces et leurs faiblesses. Ils se connaissent très peu, donc ils ont énormément de mal à travailler ça. Mais souvent, on ne les incite pas à le faire non plus beaucoup. Fournir de la rétroaction sur la progression. La rétroaction, ce n'est pas toujours une note, justement. C'est tout ce qui est aussi l'à côté de votre note. Tu sais, mon 9 en épistémo, si j'avais gardé mon 9, mais que je n'étais pas allé écouter le gars, bah, probablement qu'en seconde 16, j'aurais encore eu un 9, quoi. Allez, un 10, parce que j'aurais peut-être retravaillé un peu. Ce qui m'a aidé à progresser, c'est quand il a expliqué des éléments en disant « Oui, mais attendez, c'est pas ça que j'attends. C'est dans le commentaire. Et vous n'êtes pas juste des distributeurs de notes. Vous êtes avant tout des gens qui sont là pour permettre aux étudiants de comprendre où est-ce qu'ils en sont et comment ils peuvent progresser. » Donc, même ce que vous allez dire en classe, toutes vos rétroactions formelles et informelles, elles servent l'étudiant dans sa progression. C'est ça aussi l'idée de ces situations-là. Et puis, permettre aux enseignants et aux enseignants-chercheurs de mettre en valeur leur expertise professionnelle, notamment nos collègues vacataires, qui viennent justement avec des exemples du monde professionnel. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'approche par compétences, puisque comme on va partir de situations authentiques et signifiantes, on va dire aux étudiants, ça, ce problème-là, qui est vraiment complexe, c'est normal qu'en L1, tu ne sois pas capable de le résoudre. Il n'y en a pas de problème. Mais nous, on va t'emmener pendant 3 ans, et à la fin de la 3e année, tu vas être capable de le résoudre, ce problème. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler autour de ce problème-là. Et on va lui donner des outils, lui permettre de développer des connaissances pour pouvoir, à la fin, résoudre un problème complexe de ce type-là. Et surtout, être capable de résoudre des problèmes complexes dans des situations inédites. Pas juste reproduire, mais être capable de le faire dans des contextes qui ne sont pas identiques. Et puis, je vous l'ai dit, hein, cette fameuse stratégie d'évaluation, celle qui gratte en général, mais elle gratte en approche par compétence, mais elle gratte dans tous les contextes. L'évaluation, c'est la partie qui fait mal. Pourquoi? Parce que c'est très affectif. L'évaluation, c'est recevoir un 7, ça ne te fait pas ben plaisir, tu sais. Mais donner un 7 en général non plus. Tu ne te dis pas « Yes, ma moyenne c'est 4, quel bonheur !» Moi, je n'ai jamais rencontré un enseignant qui se dit ça. Au pire, ils vivent avec, mais ils ne sont pas heureux. Puis alors, ce qu'on fait tous un peu, c'est ce qu'on va appeler des biais d'arrangement évaluatif. Le biais d'arrangement évaluatif, c'est « Cécile, c'est une bonne élève. Elle est gentille, elle est agréable, elle vient en classe, elle est au premier rang, elle sourit, elle est avenante. Elle a 9,5. Mais elle vient, elle fait des efforts. Emmanuelle, quand elle vient, elle a un air de bœuf. Elle passe sa vie sur son téléphone. Souvent, elle ne vient pas. Elle n'est pas agréable, elle ne pose pas de questions, elle n'a pas l'air intéressée. Mais elle a quand même 9,5. Cécile, un petit 10, on n'est pas très loin. Emmanuelle, elle va le garder, son 9,5. Et elle va revenir en 2e session. C'est ça, un biais d'arrangement évaluatif. Et on le fait tous. On se laisse influencer par une série d'éléments. Donc l'évaluation, c'est pas facile. Et puis, en approche par compétence, ce qu'on se dit qui est important, c'est qu'elle fasse partie du processus d'apprentissage. Combien de fois vous vous êtes dit «
ah ben maintenant que je vois l'examen, je comprends ce qu'il fallait faire. Avant, c'était pas très clair. C'est pas grave, je reviendrai aux secondes sessions. Maintenant que j'ai compris, ça va aller mieux. Et l'idée, c'est de dire, ben, il faudrait qu'on l'intègre un peu plus dans la manière de faire. Donc, on va avoir évidemment de l'évaluation par les enseignants ou les experts. Hein. Si on est en stage, on va pouvoir utiliser bien évidemment l'évaluation des personnes qu'on aura formées. Parce que c'est souvent une complexité pour les collègues qui accueillent parfois nos étudiants. Mais ça peut être aussi l'auto-évaluation. Comment j'amène l'étudiant à se positionner par rapport aux différentes compétences? Je vais essayer de vous montrer des exemples tout à l'heure, mais c'est pas facile s'auto-évaluer. Rappelez-vous les fois où vous êtes sorti d'un examen en vous disant « Oh là là, ça n'a pas été du tout ». Finalement, tu avais 15. Et la fois où tu t'es dit « I'm a queen » et où tu as eu 9. C'était moins queen, hein? On l'a tous, ça. C'est compliqué. Et puis, l'évaluation par les pairs. L'évaluation par les pairs, la littérature nous démontre qu'elle est très intéressante. Hein. Il y a moyen de l'organiser, mais ça serait un autre sujet de conférence, la question de l'évaluation. Mais c'est vraiment une stratégie qu'on va mettre en place beaucoup aussi dans l'évaluation par compétences et qui est fonctionnelle. Vraiment. Vous savez, il y a des expérimentations qui ont été menées aussi où on a constaté que, par exemple, dans un cours de master, 3 enseignants qui évaluent des présentations orales, les étudiants qui évaluent les présentations des équipes de leurs pairs, les 4 premiers du classement et les 4 derniers étaient exactement identiques entre les enseignants et les étudiants. Autrement dit, ils évaluent aussi bien que vous. Avec une grille? Avec une grille, évidemment. Tout à fait. C'était pas au pifomètre. Tout à fait. C'était pas... j'ai ma propre méthode d'évaluation, effectivement, qu'on trouve dans certaines disciplines. Hein. Disciplines où on dit, OK, ben, je vous vois, je trouve que vous méritez 12. Finalement, je vois Julien, je trouve qu'il est un peu mieux que vous, ben, je vais vous descendre à 11,5, je vais le maintenir à 12. Léa passe, oh, ben, elle va être à 10,5. Et au début de la journée, vous aviez 12, à la fin, vous avez 8, parce que j'ai reclassé des gens au milieu. On en voit. Quand même un peu des stratégies d'évaluation qu'on peut à tout le moins questionner par rapport au mode de fonctionnement. Et puis, il y a un élément important sur la compétence, c'est l'autorégulation. Le but est bien d'amener les étudiants à travailler les 6 ou 8 ou 9 et les compétences tout au long du parcours. Donc à s'autoréguler puis à se dire, OK, là visiblement je vais dans le mur, comment je suis capable de redresser la chose pour y aller? Est-ce que c'est par un parcours un peu alternatif? Est-ce que c'est par la flexibilité? Autrement, vous savez qu'il y a toute une réflexion à l'heure actuelle aussi sur le nombre d'années. Pourquoi faut-il 3 ans pour faire sa licence? Pourquoi n'est-ce pas possible en 2 ans et demi ou en 4 ans? C'est une vraie question pour nos établissements. C'est un peu plus complexe que juste le chiffre, mais elle existe. Et puis, je vous l'ai mis, mais à nouveau, je vous l'ai dit, je ne vends pas de tapis. En approche par compétence, on va beaucoup parler d'évaluation continue et du portfolio. Cette idée que le portfolio va nous permettre de documenter des traces des apprentissages réalisés. C'est un peu comme un portrait à un tenté des traces collectées de l'étudiant sur les 6-8 compétences. Les traces, ça veut dire aussi les apprentissages qu'il a réalisés dans le cadre de nos cours. Parce qu'un des éléments critiques des enseignants et des enseignants-chercheurs, c'est qu'ils me disent, ben, en fait, les étudiants proposent 2 types de traces. Ce qu'ils ont fait en stage, milieu professionnel, et ce qu'ils ont fait dans le milieu associatif. Et donc, ils ne voient pas comment les cours participent aux éléments de compétences. Mais c'est aussi parce que parfois, on n'a pas été assez explicite que de faire le lien entre nos activités proposées et les compétences qu'on va travailler. Ça veut dire aussi que si on va dans cette idée de progression, eh bien, j'ai des trajectoires de développement. Avant d'être Hulk, je suis un bonhomme blanc avec des petits cheveux bruns. Et Hulk, il progresse dans le temps. C'est ça qui fait, à un moment donné, il se développe, et c'est ce que vous allez proposer. Puisque vous, finalement, tout à l'heure, je vous le disais, vous êtes devenu plus expert, donc vous avez progressé. On va aller de ce qu'on appelle en général le stade novice au stade expert, en voyant intermédiaire, compétent, avancé. Les mots, c'est ceux qui viennent de chez Dreyfus et Dreyfus, mais ça pourrait être, à la place d'avancé, vous pourriez avoir, je ne sais pas, un autre terme. Le terme en lui-même, il importe peu. Ce qui importe, c'est que vous soyez d'accord par rapport à ce qu'il y a derrière. Et évidemment, quand on est dans un espace de formation, on va en général se dire, on emmène les étudiants jusqu'au stade compétent.
Je vous donne un exemple. Les collègues en logopédie à l'Université de Liège, ils ont dit, ben, nous, l'étudiant novice, c'est celui qui arrive à la fin de l'équivalent de la L2. Intermédiaire, c'est la fin de la L3. Et compétence, c'est à la fin du Master 2. Parce que les étudiants sont obligés de faire un Master pour pouvoir avoir le titre, donc ils ne sortent pas de l'espace de formation. Donc eux, c'est comme ça qu'ils ont découpé. En IUT, il y a des collègues qui disaient, ben, peut-être qu'on pourrait proposer novice à la fin du temps 1, intermédiaire l'année 2, compétent l'année 3. Ou encore dire, ben, novice, ça pourrait être après le S1, intermédiaire au bout de l'année 2, parce qu'on va travailler plus, et compétent au bout de l'année 3. L'important, c'est que vous allez définir votre trajectoire de développement. Mais effectivement, l'étudiant, vous allez progressivement l'emmener vers ça. Alors, j'aimerais juste vous montrer quelques exemples concrets pour vous amener à le réaliser dans une pratique de programme, parce que le discours, c'est bien, mais le montrer, c'est bien aussi. Et donc, l'idée que l'approche programme, ce collectif que nous sommes, c'est donc l'approche par compétence associée à l'espace collectif. Donc moi, quand je parle d'approche programme, c'est l'idée de notre approche par compétence en milieu collectif. Alors, je vous donne un exemple concret. Le contexte, vous voyez, c'est un premier temps où on a ce que j'appelle 2 micro-programmes, c'est le vocabulaire, qui sont en fait des programmes courts chez nous. Un premier, 135 heures présence étudiante, le deuxième, 90 heures, et s'associe dans ce même bloc un DU, donc un DU qui représente 450 heures de présence étudiante. Ce qui lie ces éléments autour de ces 3 programmes qui sont forts pour nous, c'est la logique d'approche programme. Pour nous, il nous semblait très important qu'on soit donc en approche par compétence, pensée collectivement. Pour vous illustrer l'exemple, j'ai choisi de vous parler, dans un premier temps, des micro-programmes. Alors nous, on s'est dit, bon, on est quand même bon, on est en sciences de l'éducation, on maîtrise des cadres, on maîtrise le jargon, on est une bonne équipe, Sherbrooke c'est reconnu, tout ça va rouler. Donc, on a formulé des compétences. En soi, leur formulation n'a pas beaucoup d'importance pour vous, mais les voilà, nous en avons 3. Et là, vous vous dites, c'est bien, waouh. Mais en fait, il y en avait 6 au départ. Elles étaient belles, bien formulées, claires, explicites, toutes jolies. Et puis après la première année du programme, on s'est dit, on va faire une rencontre équipe pour s'assurer de qui fait quoi. Alors, on avait créé des cartes conceptuelles où on devait présenter nos objets d'évaluation. Puis en faisant le tour, pour faire le lien avec les compétences, on a commencé à se dire, mais alors, qui travaille la compétence 6 ? T'aurais pu entendre les mouches voler. On faisait un peu comme les étudiants, tu sais, genre... Oh, j'ai une crasse sur ma chaussure. Alors finalement, il y a une collègue qui dit, ben, moi, un petit peu dans mon cours à option. Et on fait quoi avec les gens qui ne prennent pas le cours à option ? Retour à mes chaussures. Ah ben, on ne sait pas trop. Alors, au bout de 10 minutes, on s'est dit, peut-être qu'il faut l'enlever, cette 6e compétence. Ça nous arrachait le cœur, tu vois, elle était belle. Mais elle ne tenait pas la route. Parfait. La 5. Ok, la 5 non plus, on va l'enlever. Il nous en restait 4, l'honneur était sauf. 2e année d'exercice du programme, nous le revivons. Retour à la journée d'équipe. Refait le même exercice, et là, en fait, la 4, c'est pas... Il y a une collègue qui dit, je vais me rappeler, non mais la 3 non plus. Ah non, les filles, là, on ne peut pas en garder 2, ça, c'est pas possible. Ça va pas le faire. Mais elles n'avaient pas tort. En fait, on s'est rendu compte que la 3 et la 4 étaient extrêmement difficiles à démêler et que toutes les activités pédagogiques les touchaient forcément, et quand on était obligé de les départager, c'était pas si clair que ça. Donc on a dit, ok, on va les retravailler, pour en arriver aujourd'hui à 3 compétences. Je vous rassure, ça fait 5 ans qu'on a les mêmes. Tout va bien, on est arrivé. Et pourtant, on était bon. Hein. Rappelez-vous, ma prémisse, c'est on est bon, on est capable. On a mis 1 année pour les écrire, 2 années pour les détruire. Là, maintenant, on roule. Mais ça a pris ce temps-là. Elles n'ont pas été impeccables du premier coup. Ça ne marche pas en un tour. Et puis, une fois qu'on les a eues, on a quand même fait du macro-design. Alors là aussi, on est bon. Évidemment, on est en éducation. Donc nous, on avait des choses de base sur lesquelles on voulait absolument être d'accord. Donc, l'hybridation, pour nous, c'était un enjeu majeur, avec du temps synchrone et asynchrone, dans la logique du distanciel, mais avec des temps où on a les étudiants, mais pas dans la même pièce, et des temps à distance totalement pas en même temps.
une logique de démarche de Scholarship of Teaching and Learning, qui est une démarche de développement professionnel auquel nous sommes arrivés dans l'idée qu'on était d'accord collectivement de le faire. Des stratégies pédagogiques actives diversifiées. Pour nous, c'était un enjeu clé. On voulait absolument qu'elles soient proposées. Donc, on a travaillé aussi avec nos cartes conceptuelles à dire bah, tu fais quoi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes pour essayer de voir une diversité possible. Et puis, des stratégies d'évaluation diversifiées. Ce qui nous a amené à revoir d'ailleurs certaines d'entre elles en se disant ben là, on est plusieurs à travailler le même objet, c'est peut-être pas très intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres éléments? Donc, mais les stratégies d'évaluation, c'est la partie la plus compliquée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, spécialistes que nous sommes, c'était quand même notre gros enjeu. On en a essayé plusieurs, on les a testés, surtout en format distanciel, c'était pas si évident. Et puis, pour se faciliter la vie, on s'est dit, alors nous, on va faire un programme réussite ou échec. On ne va plus mettre de notes. Ça avait l'air tellement simple. Alors, on s'est dit, OK, c'est quoi un échec? Et là, et l'idée à nouveau n'est pas le fond, mais de vous montrer la forme, on a développé une grille critériée. Donc, on a mis nos 3 compétences, et puis on a commencé à réfléchir en 5 niveaux. Au départ, on était parti. Insatisfaisant, satisfaisant, bien, très bien, excellent. Quand on a commencé à définir la différence entre très bien et excellent, on flottait un petit peu. Alors, il y a une collègue qui, finalement, après quelques réunions, a dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier? Arriver à échec, attendu, plus qu'attendu. » Ben oui, nickel. Devinez la colonne sur laquelle on s'est le plus battu? Échec, figurez-vous. Ah ben oui, parce que là, on se disait, une fois qu'on aura tracé cette barre-là, on ne pourra pas accepter quelqu'un qui va être en dessous. On a décidé collectivement que les 3 compétences devaient être atteintes. La personne qui sera en dessous, notre biais d'arrangement évaluatif, il est plus emmerdant. Parce que le 9,5 de 1, c'est un 9,5. Oui. Oui, mais on n'est pas obligé de... Enfin, on peut aussi laisser sortir un étudiant de la formation en disant il a atteint cette compétence, mais pas celle-là. Bien sûr, si collectivement vous avez décidé que c'était autorisé, c'était le cas. Nous, on en avait que 3. On était tous d'accord de dire on ne peut pas accepter, il faut les 3. Ça, c'est un accord qu'on avait fait. Donc, on avait 2 choix. Ou on revenait en arrière, je peux vous assurer qu'on en a déjà rediscuté par moment, ou bien on devait l'assumer. Ici, on a fait le choix d'assumer. Donc, on s'est dit comment on met la barre? Alors, il faut savoir qu'il y a une littérature sur le sujet qui nous démontre qu'en fait, quand on met cette barre-là, si on revenait à des notes, parce qu'il y a des expériences qui ont été menées, elles ont tendance à être beaucoup plus élevées. Donc, au Canada, la moyenne, c'est 12 pour réussir. En général, avec cette barre-là, on a plutôt tendance à voir un 14, un 15 dans les formations, parce que les gens disent « Oulala, ça, c'est la grande limite ». Et l'accord interjuge est beaucoup plus fort, évidemment. Si Cécile et moi, on fait l'évaluation de Julien, on a plus de chances de tomber d'accord quand il n'y a que 3 colonnes que quand il y a 20 notes possibles. Après, il y a des collègues qui font la redivision en notes. C'était un peu l'idée au départ des 5 niveaux, en disant pour remettre des notes. Mais nous, on a décidé de partir comme ça. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'échec, après ça, on a fait le compétence attendue. En fait, on est parti de la compétence attendue, c'est celle qu'on a travaillée en premier. Qu'est-ce qu'on veut? Puis on est allé sur l'échec et sur le au-delà. Mais je peux vous assurer que c'est cette barre-là qui est la plus difficile. Et quand on colle échec à un étudiant, c'est une sacrée décision qui est prise. Je ne pourrais pas l'arranger puis me dire je vais lui mettre un demi-point puis ça va être réglé. Ça n'est plus fonctionnel. On l'a vu en sciences infirmières, par exemple, où des collègues disaient oui, mais on ne peut pas accepter ça. Donc, eux, ils ont même mis du poids à certains éléments de compétences. Par exemple, contact patient, c'est un élément qui ne peut pas être échoué. Donc, ils ont divisé dans certains objets des acquis d'apprentissage qu'ils observent pour inférer la compétence, puisque ça, c'est l'élément global, mais après, on l'a travaillé en fonction des cours. Et ils disaient, on ne peut pas compenser contact patient par « oui, mais elle pique bien ». Ouais, mais elle n'est pas capable de parler au gars quand elle arrive à son chevet. Et il disait, piquer, à la limite, ça, c'est pas génial, mais enfin, elle lui a quand même pas enfoncé l'aiguille qui a traversé le bras, donc c'est pas inquiétant. Mais elle lui a pas parlé, ça nous pose un problème majeur. On considère que là, c'est un échec qui ne peut pas être fait. Donc vous voyez qu'on peut le moduler, mais c'est une décision d'équipe à nouveau, ce que vous allez faire. Alors,
mes collègues en sciences de l'ingénieur, vous voyez, en génie électrique et informatique, ils l'ont déjà revu depuis parce qu'ils ont retravaillé récemment avec le bureau d'accréditation canadien des programmes de génie, mais ils ont finalement regardé le référentiel de compétences et se sont demandé comment ils les évaluaient, en disant qu'est-ce que ça donne pour nous. Et ce qu'ils sont arrivés comme idée, c'est qu'il y a un chemin qui est multiple. Pour évaluer, pour arriver à la diplomation, il y a une diversité de chemins évaluatifs, avec des éléments en équipe, des éléments en temps individuel, et puis ils ont regardé toutes les sortes d'évaluations qu'ils faisaient. Et une des conclusions, à un moment donné, qu'ils avaient, c'était sur le rapport de laboratoire, en disant, ben, peut-être que le rapport de laboratoire, on en fait beaucoup. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Au bout d'un moment, les étudiants maîtrisent le genre. Par contre, il y a d'autres choses qu'on travaille un peu moins, la communication orale, et que le génie conseil, qui aujourd'hui est l'une des voies les plus utilisées, à ce moment-là, pour eux c'était important, ils ont beaucoup de mal à discuter avec un client. Ils ont par exemple une filière où ils se sont entendus avec l'école d'administration pour, école de gestion, chez nous le nom, mais pour travailler ensemble autour d'un projet, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que si je monte une boîte, je suis capable de la présenter, d'aller chercher des subsides, ça fait partie aujourd'hui des éléments de compétences qu'ils travaillent. Mais donc ils ont regardé un peu une diversité en mettant à plat tout ce qui se fait, puis en se disant, on va regarder ce qu'on fait collectivement, puis ce qui nous semble important. Et évidemment, une fois que je vous ai dit ça, il n'y a plus qu'à. Et là, je ne vous le cacherai pas, il y a quand même des éléments sur lesquels je peux bien vous en parler pendant 5 jours de suite. Il va falloir que vous mettiez un peu les mains dans le cambouis. Alors, la première chose, c'est quand même que ça va vous demander un investissement personnel et collectif. Collectif, ça veut dire aussi que l'établissement doit entendre l'importance du travail à faire. Personnel, ça veut dire qu'il faut que vous l'entendiez aussi comme membre de ces espaces collectifs. Oui, ça va prendre du temps. C'est vrai. Ça prend du temps. Ça va demander des rencontres, des échanges, des moments de friction, des moments de doute, des moments de découragement, des moments de avoir su, franchement, on n'a qu'à faire comme avant. Bien sûr qu'il va y en avoir. Ça va aussi vous demander de l'énergie. Apprendre, ça demande des efforts. Développer, ça demande des efforts. Va falloir aller à ces réunions. Va falloir se gratter un peu la tête, voir comment on va formuler, essayer, mettre sur papier, douter, revenir en arrière. Notre belle petite grille, là, elle a pris presque 3 ans au final à ce qu'on en soit satisfait. Il y avait des choses, il y avait des éléments, elle était fonctionnelle, mais elle n'était pas complètement parfaite. Bien sûr que ça en demande. Ça demande aussi de développer des situations d'apprentissage et d'évaluation. Bien sûr que vous allez les travailler, introduire des nouveaux, faire des tests, proposer des éléments que vous faites déjà, les combiner, faire des liens avec les collègues. Ça prend du temps. Développer un cas, un projet, une idée, ce sont des choses qui demandent du temps. Ça ne va pas se faire en criant lapin. Vous dites pas ça au Québec, ici, très québécois ça. Rappelle-toi, mange l'éléphant une bouchée à la fois. C'est la même idée. Ça va demander ce temps-là. Et puis évidemment, c'est pas facile d'évaluer des compétences. C'est clairement le morceau compliqué. Donc, ne vous y attaquez pas en dernier. Commencez par vous demander comment vous allez les évaluer, parce que agir en professionnel éthique et responsable, c'est une bien belle compétence. Mais à évaluer, c'est pas facile. Être héritier de culture. Oui, et ça mange quoi en hiver, un héritier de culture? Moi, je veux bien, mais je ne sais pas très bien comment je vais l'évaluer. Pensez aussi aux aspects un peu plus pragmatiques. Comment vous allez faire? C'est pas juste d'avoir des beaux libellés, c'est aussi de se dire comment on va fonctionner, qui va évaluer ce type de compétences, dans quel cadre. Et puis, je pense que c'est important et vous bénéficiez du CAP et c'est un véritable atout quand on est dans une approche par compétences ou dans les transformations qu'on veut, c'est d'accompagner les acteurs. C'est le danger, c'est de dire aux enseignants, maintenant qu'on vous a donné une conf, vous allez aller faire vos compétences. Ça, c'est un peu comme quand on envoie les programmes aux enseignants du premier, du deuxième degré, en disant voilà, les programmes ont changé, bonne lecture. Au Québec, il existe des programmes de formation de 2001 qui sont encore enfermés dans un carton. Personne ne les a jamais ouverts, on les a reçus, puis la direction n'a pas eu le temps, puis en fait, c'est toujours un carton. J'ai des collègues au Maroc qui me disaient oui, nous, on a ça avec des ordinateurs, on ne les a jamais sortis de la boîte. Personne ne nous a expliqué, ils sont restés là. Extraordinaire quand même. Les tableaux blancs interactifs.
Dans combien d'établissements il y a des beaux tableaux blancs interactifs où l'enseignant s'en sert comme d'un vidéoprojecteur? Et quand tu leur dis « Ah, mais regarde, on peut écrire dessus », ils sont épatés. C'est bon? Ça fait 6 ans qu'on l'a, on va bientôt le remplacer. Un jour, dans mon établissement, il y a une conseillère pédagogique qui m'a dit « Tu sais qu'à part toi, personne ne s'en sert. Hein. » Je dis « Ah bon? Moi, je l'aime beaucoup. » Elle dit « Oui, bah, d'ailleurs, ça nous fait plaisir, quelqu'un l'utilise. » Pour ça que le crayon, il était toujours bien fait, juste là où moi je dessine. Personne s'en servait. Donc, c'est pas le tout de dire « Ok, go, allez-y. » Il va falloir accompagner le processus. Surtout qu'il va quand même s'inscrire dans un certain temps, comme on l'a dit. Mais, comme j'ai quand même un tempérament plus optimiste que pessimiste, ben moi je crois que c'est une belle occasion de réfléchir à notre diplômé, entre l'idéal et le réaliste. Non, c'est pas celui qu'on avait avant. Avant, c'était mieux. Je pense que cette phrase, elle existe depuis le XIVe siècle. Avant, c'était mieux. Imaginez au temps de Jésus-Christ comment ça devait être top. C'était quand même des étudiants... Mais avant, c'était mieux, ça veut rien dire. Avant, ils n'étaient pas comme nous. Effectivement, les étudiants étaient différents. Alors, pas comme nous. Rappelez-vous quand même vos années d'études. Vous n'étiez pas si tant les étudiants parfaits qu'on essaye parfois de faire croire. Rappelez-vous tous ces cours où vous n'avez jamais mis les pieds. Tous ces cours où vous avez un peu bachoté quand même, hein, voire pour certains un peu triché dans certaines circonstances. Monsieur là-bas au fond qui approuve complètement. Je ne dirais pas que c'est vous, hein, c'est vous qui vous vendez. Ah, vous assumez, d'accord. Mais, bien sûr, vous êtes 2 déjà, donc vous voyez, vous pouvez... Mais nous n'avons pas toujours été les étudiants idéaux, c'est le principe. Mais par contre, aujourd'hui, les étudiants sont peut-être plus critiques, se posent plus de questions. C'est vrai, ils vont sur Google, ils trouvent des choses. Ils ne sont pas les mêmes que nous, mais ils ne seront jamais les mêmes. Puis tant mieux qu'ils ne soient pas comme nous, parce qu'il y a des trucs qu'on faisait qui n'étaient quand même pas terribles non plus. Hein. Rappelez-vous, quand vos mamans préparaient vos petites dissertations, présentations à faire en classe, où elles découpaient des images de loups dans des magazines, parce que vous aviez une élocution sur le loup à faire. Aujourd'hui, tu fais Google, loup, l'image sort, tu colles sur ton affichette, c'est réglé. En fait, tu fais même un PowerPoint où ça se pose. C'est quand même bien moins emmerdant que d'aller couper ton loup dans ta feuille. D'ailleurs, ma mère a adoré faire ces élocutions, surtout pour mon frère. Alors, autre chose, c'est que je pense que c'est une occasion pour nous de définir une vision commune de la formation. Parce que des fois, ça fait longtemps pour certains d'entre nous qu'on est à l'université, hein, on a un peu pris des chemins de traverse, on a un peu... On n'est plus toujours complètement en lignée. Vous savez qu'il y a encore des enseignants qui enseignent que Pluton est une planète. Puis ils disent « Ah oui, mais personne ne m'a dit que ça avait changé. » Ben, pourtant, ça fait quand même un petit bout de temps, hein, et ça a fait l'objet d'une annonce publique. Mais parfois, ça arrive, on oublie des choses. Donc c'est aussi une occasion de discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on a envie collectivement? Parce qu'après tout, on s'en fout de Cécile, de son cours. C'est qu'est-ce que le cours de Cécile permet d'apporter à l'étudiant? On est co-responsable de sa formation. Il est responsable, on est co-responsable, on forme un collectif autour de celle-ci. Mais ce n'est pas juste le cours de Cécile qui porte l'étudiant, c'est nous tous comme collectif. C'est aussi cette occasion pour moi de créer du lien entre nos cours dans un parcours. Et parfois, nos collègues, dans des disciplines qui sont considérées comme un petit peu moins importantes que d'autres dans nos parcours, l'anglais. L'anglais est-il vraiment nécessaire? Vous savez, il y a des établissements, quand on parle de révision des heures de maquette, on dit, bon, bah déjà, on va enlever les langues. Hein. On va enlever le sport. Pas besoin de faire du sport pour être ingénieur, quand même. Bah, pourquoi? Pourquoi c'est toujours cela? Quels sont les liens qu'on fait entre nos morceaux? Pourquoi c'est intéressant? C'est aussi une occasion de se poser ces questions-là. Pour moi, c'est une occasion de penser un changement institutionnel, d'avoir un projet comme établissement, d'être un groupe, d'avoir un changement structurel dans nos modes de fonctionnement, puis d'avoir un changement personnel dans notre approche. Parce que oui, il y a des enseignants qui sont bien contents qu'une fois la porte fermée, l'espace leur appartient. Mais il y a aussi des enseignants qui sont fondamentalement tristes de vivre dans un métier qu'ils trouvent isolant, seul, et où ils se disent « Moi, j'aimerais bien pouvoir de temps en temps échanger avec un collègue. » C'est pas vrai qu'on est tous contents la porte fermée. C'est pas vrai. Et ça aussi, je pense que c'est une occasion de nous donner le droit de discuter de pédagogie dans nos espaces. Et donc, pour moi, c'est aussi favoriser le développement professionnel des gens que nous sommes. On n'est pas juste des distributeurs de savoir. Vous n'avez pas fait une thèse pour juste distribuer de l'info qu'on est capable de lire dans un livre ou sur Google.
C'est quoi le sens de la présence enseignante? Et je crois que l'approche par compétence, elle va favoriser ça. Vous permettre de retrouver du sens, aussi du plaisir en classe, d'amener les étudiants à un niveau du dessus, de les challenger, d'étirer, de faire des liens avec des collègues, de voir des liens dans votre discipline, voire même de rapprocher parfois recherche et enseignement à certains moments, pour faire partie d'un tout, pour se dire, ben, je participe collectivement à cette entreprise. Autrement dit, pour moi, ce qu'on vous propose, c'est un peu de passer de ça. Alors, elle est caricaturale, hein, de ces disciplines. De temps en temps, on a quand même des gouttes qui se mélangent, tu vois. Il y a un collègue qui va dans le pot d'à côté. Ça se dit pas toujours trop fort, hein. Ben, c'est dans le sens positif du terme, là. Wow. Ne me prêtez pas des intentions, je vous vois au fond. Ah, un peu ça en termes de réalité professionnelle. D'ailleurs, des fois, quand ils reviennent, ils te disent « Ah non, mais ça marche pas du tout comme ça en entreprise. Hein. » Moi, je suis venue avec mes petites disciplines et puis ça rentrait pas dans le pot, hein, mes disciplines. Et l'idée, bah, c'est peut-être que de temps en temps, vous ayez ça. Alors, peut-être pas autant de mélanger, mais être capable de dire à l'étudiant « Attends, mon pot jaune, là, il y en a 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 là. C'est pas juste, moi, mon cours. » Mais c'est dire tu peux utiliser et tu dois utiliser un certain nombre d'éléments travaillés ensemble pour avoir une vision commune, puis pour se dire aïe, l'enseignement, c'est pas juste des petits pots de couleurs. C'est aussi un espace où on est là pour te faire en sorte que tu sois un citoyen qui a développé des connaissances et des compétences de haut niveau et de se dire qu'on a participé à l'exercice de ton développement. C'est pas une fin en soi, c'est un moyen. De toute façon, quand ils vont quitter votre classe, la vie ne fait que commencer. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.